arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Bonsoir à tous, bande de loulous non vaccinés. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, on a la chance de recevoir Pierre Chaillot. Pierre, déjà, je vais commencer par te remercier parce que je sais que tu es très sollicité en ce moment. Franchement, je trouve ça super sympa de ta part de prendre le temps de passer sur une petite chaîne comme la mienne. Parce que je crois que tu es passé hier ou avant-hier sur Sud Radio. Et puis très bientôt, tu m'as dit que tu allais prendre une petite semaine de recul. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous, en tout cas, de continuer d'essayer d'informer les gens, de leur poser des questions. C'est très bien. Donc, moi, j'essaye comme je te l'ai dit tout à l'heure en antenne, moi, j'essaye de discuter avec tout le monde tant que mon agenda le permet, de pas refuser des interventions et puis d'être présent au maximum. On a toujours des discussions intéressantes avec tout le monde et donc j'espère que ce soir aussi ça plaira à tes auditeurs. Et Maximus avec moi ce soir pour recevoir Pierre Chaillot. Maximus, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux camarades du chat qui sont présents, les habituels Matou Furtif, et bonsoir aussi à Pierre Chaillot qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, et sa présence, je pense qu'elle sera très très appréciée parce que ce que j'aime beaucoup avec Pierre Chaillot, c'est quelqu'un qui est en quête et en réflexion, en recherche, et comme c'est quelqu'un qui vient qui a déjà un passif, si je puis dire, de quelqu'un qui serait peut-être un peu formaté, je trouve qu'il fait vraiment il est très exemplaire dans le sens où il s'affranchit de beaucoup de choses pour pouvoir arriver aux conclusions auxquelles il arrive, et c'est excellent. Et on a besoin d'esprits très ouverts, très poreux comme ça, qui commencent à absorber d'autres connaissances et avoir un spectre de réflexion assez élargi. Et donc je suis très content qu'il soit avec nous ce soir. Alors Pierre, justement, toi, tu viens pas du tout à la base de ce milieu entre guillemets dit complotiste. C'est un milieu que tu as découvert à travers ce qui s'est passé là au cours des 5 dernières années, cette fameuse pandémie. Ton métier à la base, c'est statisticien. Ça consiste en quoi à la base le métier de statisticien? Écoute, le métier de statisticien, ça peut être assez varié. Moi, parmi les métiers que j'ai exercés, un de mes métiers principaux, ça a été d'analyser des chiffres, que ce soit des chiffres de la démographie, des chiffres économiques, de les trouver, de les connaître, de les comparer et de produire des analyses, d'écrire ces analyses et puis de les publier. Donc moi, on appelle ça écrire des études. C'est un peu le même principe que les études scientifiques des chercheurs, si tu veux, sauf que c'était pas tout à fait le même format, mais c'est le même principe. Donc c'est comprendre certains phénomènes économiques, sociétaux, sociaux, démographiques, pour pouvoir les expliquer au grand public. Donc ça c'est le métier que j'ai le plus exercé dans ma vie. C'est ça. Après, statisticien, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être créer des chiffres, les produire, c'est-à-dire réaliser des enquêtes, récupérer les données, les mettre en forme et les publier juste sur le format donné. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai vraiment été sur la partie analyse et écriture. J'avais un prof de mathématiques au lycée qui me disait tout le temps, Lou, tu sais, on peut leur faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est comment le chiffre a-t-il été obtenu. Tu es d'accord avec ça? Oui, en fait, quand on est statisticien, une statistique, c'est quoi? C'est un comptage. Pour avoir une statistique, il faut compter quelque chose. Et pour compter quelque chose, il te faut 2 éléments. La première chose qu'il te faut, c'est qu'il te faut donner une définition. Tu dois définir, cet objet-là, c'est ça que j'ai envie de compter. Voilà, donc tu donnes une définition claire. Et la deuxième chose, tu dois mettre des moyens pour compter. Voilà, ça peut être faire une enquête, récupérer de la donnée administrative qui est déjà comptée en partie, etc. Et donc voilà, les moyens que tu mets en œuvre pour compter, c'est le deuxième aspect. Définition, moyens mis en œuvre. Et le statistique final, c'est juste le résultat de ces deux choses. Voilà, donc quand tu obtiens 47% d'un truc,
ça veut rien dire. Tu sais pas si c'est bien, si c'est mal, tout ça. Il faut que tu t'intéresses à c'est quoi la définition exacte de l'objet que tu es en train de compter, et de deux, comment tu l'as compté. Et si tu connais pas tes autres aspects, tu peux rien dire. Donc en effet, la première chose à quoi tu dois t'intéresser en statistique, c'est ces deux aspects, définition exacte et moyens mis en œuvre. Et c'est d'ailleurs comme ça, en réflexion aussi, en analysant ces chiffres, mais c'est comme ça qu'on se rend compte que la notion de Covid-19, c'est du bidon. Voilà. Si on s'intéresse à la définition et aux moyens mis en œuvre de comptage, on découvre qu'en effet, c'est un chiffre bidon. Il n'y a rien qui va dans tout ce qui est appelé dans les statistiques Covid-19 et on ne peut pas s'en servir, c'est pas de la science. Alors, j'ai ce 198e épisode de la bibliothèque de Maximus. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'intituler On peut douter de tout, sauf des chiffres. C'était par rapport à une publicité qui était diffusée pendant on va dire les débuts des injections. Et en fait, j'ai retéléchargé tout à l'heure cette publicité pour la re-regarder. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur dans le titre. C'était le mot exact, c'était on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Je vais repasser cette publicité-là, qui dure à peu près un petit peu moins d'1 minute. Et puis après, Pierre, je te laisse réagir à ce qui est dit dans cette publicité. Et puis ensuite, je laisserai la première question à Maximus. Et puis après, on passera dans un format un peu ping-pong, c'est-à-dire je poserai une question, puis Maximus posera une question. Au cours de cette soirée, là, on va essayer de revenir sur tes deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'était Covid-19, ce que révèlent les chiffres, qui est sorti en janvier 2023, avec une version de poche qui est sortie, elle, en fin 2023. Donc, c'est une version de poche qui est... Pardon ? Janvier 2024, un an après, on va dire. Un an après, d'accord. Ça, c'est une version de poche où en fait, il y a des graphiques qui ont été retirés. Tu n'as laissé que les graphiques essentiels vraiment à la compréhension de l'ouvrage. Et puis surtout, les chiffres ont été mis à jour donc dans cette période. Et puis ensuite, là, récemment, tu viens de sortir, il y a à peine une semaine de ça, Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et ça, on en parlera dans une deuxième partie d'émission, puisqu'au début, on va justement s'intéresser à ce que disent les chiffres sur l'émergence de cette pandémie. Mais juste avant, je te diffuse cette publicité donc qu'on a vu partout sur toutes les chaînes de télévision, et puis je te laisse réagir à ça. Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non, tu peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi, t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là. Hein. Moi, je la comprends. Moi non plus, je le connais pas, ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps, même. J'avoue, moi aussi, j'hésite. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi, les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment, ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce vaccin? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. Alors, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Que nous disaient justement les chiffres dans on va dire début 2020 et ensuite courant 2021? Que nous disaient les chiffres de cette pandémie, par exemple, quand on nous annonçait tout au départ 1500 morts en Chine? Oui, attends, je vais répondre aussi à cette publicité parce que non seulement on doit débattre de tout et surtout des chiffres, donc c'est même pas on peut, c'est on doit. En théorie, si on croit à la démocratie ou si on fait un peu semblant d'y croire, on est censé vraiment débattre de tout et surtout il faut débattre des chiffres. Et comme j'ai dit, il faut s'intéresser à vraiment ce qu'on est en train de compter et comment on le compte, comment le chiffre a été construit. Et cette pub, elle est intéressante parce que de mémoire, même ce qui est annoncé est faux. C'est-à-dire quand ils disent 8 personnes sur 10 hospitalisées sont pour cause Covid, donc déjà ça n'a pas de sens pour cause Covid, sont des non-vaccinés, c'est pas vrai non plus, mais bref, en tout cas ce 8 sur 10 il est faux, c'est une mauvaise interprétation d'un papier qui a été écrit par le ministère de la Santé et c'était pas 8 sur 10, c'était 1 sur 2. C'était 1 sur 2 qui étaient non-vaccinés dans les hospitalisations dites Covid. Et ce qui faisait une surproportion de l'ordre de 8 sur 10 parce qu'il y avait 8 personnes sur 10 étaient vaccinées. Et donc, on aurait dû voir dans les statistiques, si le vaccin servait à rien selon leurs calculs, on aurait dû voir 8 personnes sur 10 à l'hôpital de vaccinés.
Voilà. Et donc, il disait le vaccin est efficace parce que c'est pas 8 sur 10, c'est 50-50. Mais donc, ça n'a jamais été 8 personnes sur 10 de non vaccinés à l'hôpital. Quand la communication est sortie, c'était 50-50. Donc, même, voilà, ils n'avaient rien compris à ce qu'avait écrit le ministère de la Santé, qui était mal calculé et faux de base, mais même la pub est fausse en entier, quoi. Le ratio, il n'est pas bon par rapport à ce qui a été publié par le ministère de la Santé. Donc, il n'y a rien qui va dans cette publicité. On peut aussi reparler de la prétendue, si tu fais ça pour protéger les autres, ça c'est très drôle. Il n'y a jamais un laboratoire pharmaceutique qui a dit que leur vaccin allait protéger les autres. Ça, c'est une affabulation complète de la part des promoteurs du vaccin qui ont été les gouvernements, les médias, les experts plateau. Mais voilà, les vendeurs de vaccins n'ont jamais dit, il n'y a pas la moindre étude, début de recherche d'une étude, comme quoi un vaccin protégerait quelqu'un d'autre. Ça, c'est faux. Pareil il parle tout le monde peut se retrouver à l'hôpital, ça évite les formes graves, et ça, c'est faux. Il n'y a pas un fabricant de vaccin. C'était faux. Voilà, mais c'est faux dans le sens où il n'y a pas un seul fabricant de vaccin qui a mis en place une étude pour prouver un truc pareil. Donc voilà, tout est faux. Donc la promotion est fausse, les chiffres sont faux, et puis la notion de débat est faux. Donc ça, c'est vraiment une publicité qu'il faut garder, parce que c'est vraiment du mensonge éhonté où on fait la promotion d'un produit sur des arguments parfaitement fallacieux. Voilà, on a l'impression de voir, tu sais, la petite... de temps en temps, on en reçoit, enfin moi j'en ai dans la boîte aux lettres, le marabout du coin qui te met un truc comme quoi il fait, tu sais, il répare ta voiture à distance, il fait revenir l'être aimé, il te guérit de je sais pas quelle maladie. Tu vois, c'est le même principe, quoi. On annonce des trucs, des produits miraculeux, des avantages miraculeux du produit Pfizer ou Moderna qui sont même pas écrits sur la notice. Donc ça, c'est vraiment une époque formidable. Alors Maximus, à toi la parole. Oui, je vais poser une petite question à Pierre, qui est avec nous ce soir. La question est, puisque aujourd'hui, on a fait un petit peu de chemin par rapport à cette histoire de C-19, et qu'on s'aperçoit que le narratif du départ n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Et qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire, j'ai envie de dire, une petite marche arrière concernant non seulement l'efficacité du fameux remède, mais en plus de ça, remettre peut-être en cause la véracité de ce narratif pandémique. Donc moi, la question que j'ai envie de lui poser, compte tenu évidemment de toutes ces zones de turbulence qu'on a traversées, avec ces révélations ici ou là, et puis le fait que les effets secondaires sont de plus en plus difficiles à cacher. Comment perçoit-il, outre-Atlantique, la nomination de Robert Junior Kennedy dans le nouveau gouvernement, dans la nouvelle gouvernance de Donald Trump? Écoute, j'en parle à la conclusion de mon livre parce que ça venait tout juste de se faire quand voilà, j'ai écrit mes dernières lignes. Voilà, un livre, ça se termine quelques mois avant sa publication, et donc là, on en était tout juste à se dire que c'est l'équipe de Trump qui allait gagner. Bon, même si on avait quand même un certain nombre d'indices sur le fait que ça risquait bien d'arriver, mais on pouvait avoir des surprises quand Biden a été élu. De mon côté, côté statistique, c'était une surprise. On se demande comment ça a pu arriver. Voilà, on se pose encore des questions aujourd'hui, mais bref, passons. Comment est-ce qu'on perçoit ça? Ce que je dis dans le livre, déjà, ce qui est de très important, c'est d'avoir un changement politique. C'est-à-dire d'avoir aux manettes des gens qui n'étaient pas là pendant la crise. Et donc, les nouveaux arrivants, Trump en particulier, va pouvoir tout laisser dire sur tout le mal qu'on va pouvoir dire des actions de Biden et de son gouvernement pendant la crise. Donc, au moins, sur cette partie-là, on va arrêter il y a une partie de l'omerta qui va se briser parce qu'il va quand même s'agir de dire que Biden a fait de la merde. Rien que pour défendre Trump et le mettre en avant. Sans même parler de recherche de vérité. Voilà, mais juste pragmatiquement, il va au moins se passer ça. À quel point on va avancer, c'est difficile à dire. Juste avant la nomination, là, il y a quelques semaines, mois, il y a un rapport du Sénat américain qui est sorti pour dire et dans lequel il y a tout un tas de complotistes, mais des guillemets ou résistants si vous voulez, qui ont fait génial, ça y est, la vérité sort enfin. Ils écrivent dedans, noir sur blanc, que
il y a eu des dégâts des vaccins. Très bien. Sauf que le reste du rapport dit oui, mais quand même, il y avait une vraie pandémie, une vraie crise Covid-19, et ce serait un virus qui aurait été créé dans un laboratoire chinois. Et donc tout le monde crie, voilà, côté encore une fois résistance, c'est génial, ils avouent toute la vérité. Non, ils sont en train de se protéger les fesses pour certes pouvoir mettre un petit coup sur les vaccins ou sur les laboratoires pharmaceutiques, mais tout en sauvegardant au maximum le narratif pandémique qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir avoir certaines avancées, et Robert Kennedy Jr. a dit plein de fois qu'il allait attaquer l'industrie pharmaceutique. Il faut voir jusqu'où ça peut aller, on n'en sait rien. Probablement qu'il y aura des choses qui seront faites histoire d'accuser un peu ou d'endommager un peu les industriels sur les vaccins Covid. Il a promis aussi qu'on irait un peu titiller tous les autres vaccins pour essayer de challenger un peu pour savoir ceux qui allaient vraiment montrer une efficacité et une innocuité. S'il commence à le faire, on ne sera pas au bout de nos surprises, hein. Rien que le fait qu'il pose la question, c'est déjà intéressant. Est-ce qu'on va aller jusque-là? J'en sais rien. Jusqu'où on va pouvoir gratter sur le narratif pandémique, c'est-à-dire de continuer à faire semblant de croire que demain, il y aura un virus tueur qui va ravager l'humanité. Je suis pas sûr qu'il aille gratter jusque-là. Il a plutôt donné des signes, Robert Kennedy, qu'il n'avait pas envie de se poser des questions jusque-là, malgré le fait voilà, qu'il ait pu participer à des livres qui remettent en cause tous les narratifs pandémiques. Donc, voilà, c'est très difficile pour moi de dire jusqu'où on pourra gratter. On aura certainement des choses, il y aura peut-être quelques petites victoires, mais de là à tout faire tomber, pour l'instant, je suis sur ma réserve. Mais je demande qu'à être agréablement surpris. Alors, il y a un livre qui vient de sortir de deux journalistes du Monde, c'est David Lhomme. Alors, les noms, je ne sais pas exactement si c'est ça, mais je pense que tu vois de qui je parle. Et ce livre est relayé par beaucoup de grands médias dominants, médias mainstream. Et je pensais qu'à l'intérieur de ce livre, on allait découvrir des trucs comme la pandémie, c'était du bidon, le confinement ne servait à rien, les masques ne servaient à rien. Et en fait, non, j'ai découvert tout autre chose dans ce bouquin. J'ai découvert que ça s'attaquait surtout à la gestion de la pandémie de la part des dirigeants, sur le fait qu'ils sont même intervenus au niveau de certains tribunaux pour pouvoir tirer, ce que tu dis, se protéger, comment dire, de manière préventive avec leur parapluie. Mais en fait, je vois que ce bouquin est relayé dans l'intégralité des médias, et le tien, non. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Et la réponse, je l'ai, en connaissant le contenu de cet ouvrage, c'est que cet ouvrage valide la pandémie. On nous dit même que les dirigeants ont pris de mauvaises décisions, et que s'ils avaient pris de meilleures décisions, eh bien, il y aurait eu moins de morts. Moi, je te pose une question. Que disent les chiffres par rapport à ça? Est-ce qu'avec les chiffres, on peut dire qu'il y a eu une pandémie? Non, il n'y a pas eu de pandémie du tout. Une pandémie, déjà, encore une fois, il faudrait qu'on se définisse correctement des termes. La notion de pandémie, elle change au fur et à mesure du temps parce qu'en fait, ça n'existe pas. On n'arrive pas, depuis qu'il y a des instances de surveillance qui se mettent à se dire qu'il faut se prémunir contre les pandémies, ils n'arrivent pas à trouver de justification au fait de leur propre existence, c'est-à-dire de dire attention, il y a vraiment une pandémie qui démarre. Ça ne fonctionne pas. Et donc, la notion de pandémie, elle a été largement changée au fur et à mesure du temps pour réussir à trouver des trucs qui allaient pouvoir rentrer dans la bonne case pandémie. En théorie, mais, je pense que l'imaginaire d'une pandémie, ce devrait être le bon, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir déclarer qu'il y a déjà une épidémie, il faudrait qu'on constate une augmentation très élevée du nombre de malades dans un certain territoire et même du nombre de morts. Quand je dis très élevé, c'est-à-dire que si tu fais x2 par rapport à d'habitude, c'est juste qu'il se passe peut-être un truc un peu bizarre, un peu moche, il faut se poser des questions. Si tu fais x50, là vraiment ça déborde et il se passe vraiment quelque chose de dangereux. Donc c'est vraiment une très forte augmentation qu'on doit observer. Donc ça, c'est une notion d'épidémie, et la notion de pandémie, c'est une pensée toute la Terre, quoi. Et donc cette situation-là se génère sur peut-être pas la totalité de tous les pays du globe, mais au moins un suffisamment grand nombre de pays pour pouvoir dire que c'est mondial. Voilà. Ce phénomène-là n'existe pas. Et pour pouvoir faire croire qu'il existait, on a changé la définition. C'est très bien expliqué dans le rapport du Sénat français
à la suite de H1N1, ce changement de définition, où désormais, pour pouvoir dire qu'il y a une pandémie, il te suffit de trouver un seul malade, voilà, ce qui est d'une banalité affligeante, hein, des malades, il y en a partout tout le temps, notamment si tu en cherches dans les hôpitaux. Et puis, voilà, tu vas faire une recherche, tu vas décider que c'est un virus qui le rend malade et tu vas faire une PCR ou enfin comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin, tu vas tracer le génome de ce prétendu virus qui serait censé le rendre malade. Et le fait d'avoir un seul cas comme ça te suffit à dire que bah, c'est le début de la pandémie. Donc on en est là dans la définition de pandémie. Donc moi, c'est une définition qui me convient pas pour compter. C'est pas un seul malade sur lequel tu fais une opération particulière pour détecter un génome qui te plaît. Ça, c'est pas une pandémie. Une pandémie a son sens propre. Une grande augmentation du nombre de morts et partout sur la planète, ou de malades suffisamment graves pour que ça se voit, ça n'existe pas. Malheureusement, il y a tellement d'organismes, de gens qui vivent du narratif pandémique. Le CDC américain, tout le monde le connaît, ne vit que pour ça. Mais il y a tout un tas de centres mondiaux qui ne vivent que de ça, d'attendre la nouvelle pandémie, d'arriver. Et puis l'industrie pharmaceutique fait son beurre sur les prétendues pandémies. Donc juste d'arriver et de dire, mais attendez, peut-être falloir revoir notre copie parce que l'apocalypse que vous annoncez n'arrive jamais et tout ce qu'on voit, ce sont des profits pharaoniques tout au long de l'année avec des prétendus plans pour se prémunir de cette chose-là qui est pour l'instant un fantasme. Va falloir se poser des questions sur tout ce pognon et ce à quoi ça sert. Bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas très à la mode de critiquer dans son ensemble le narratif pandémique, mais c'est bien ça qu'il faut faire à l'aide des statistiques. Alors, Maximus? Oui, je trouve intéressant ce que nous dit Pierre Chaillot. Par contre, on a pu discuter un petit peu en off des intentions justement de ceux qui, j'ai envie de dire, actionnaient les manettes de tout ça. Et moi, je considère qu'ils sont évidemment éminemment malveillants et que ce sont des criminels en bande organisée. Il semblerait que pour Pierre, il soit beaucoup plus nuancé. Et considérant quand même qu'il fait un travail de statistique, moi j'aimerais savoir si, Pierre, tu as pu recenser en fait l'augmentation des effets secondaires et sous quelle forme? Est-ce que par exemple on a constaté qu'il y avait peut-être plus de cancers diagnostiqués ou de problèmes liés aux inflammations cardiaques par exemple, ou toutes les pathologies qui sont inhérentes et qui commencent à être tout doucement reconnus comme étant les suites logiques de ces injections qui ont été administrées quasiment par le chantage, et dans certains cas par la contrainte sociale. Et est-ce que tu as pu faire un travail d'observation là-dessus? Bien sûr, c'est même l'objet du deuxième livre, où je compte on réussit à compter le nombre de décès surnuméraires qu'on a partout en Europe à cause des vaccins. Ou disons, voilà, on a une augmentation du nombre de décès dans tous les pays d'Europe qui va suivre les campagnes de vaccination. Et donc ça nous fait un indice extrêmement fort sur le fait que c'est le vaccin qui va causer le décès. Cette hausse de mortalité, elle est pour l'instant, en tout cas, elle a duré pendant 2 ans, 2 ans qui ont suivi les premières grandes vagues de vaccination. C'est-à-dire qu'à partir de 2023-2024, on a une situation de la mortalité qui semble revenir à la normale. Ça ne veut pas dire que les effets indésirables de long terme n'existent pas, mais ça veut dire que la mortalité qu'on pourra imputer au vaccin, elle sera trop faible pour être visible statistiquement. Il y a une petite nuance. Donc oui, il y a eu des dégâts. Les dégâts majoritaires qu'on peut compter, ils sont vraiment dans les semaines, mois qui suivent la vaccination. Ça, oui. Je parle dans le livre, en effet, des cancers qu'on peut suivre, notamment à l'hôpital, avec l'augmentation de chimiothérapie, par exemple. Moi, je me méfie énormément de cette statistique. Je me méfie de la peur. Voilà, il se trouve que je m'intéressais pas du tout à la médecine avant d'y être confronté et d'être obligé de le faire pour cette histoire de Covid-19. Et en médecine, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la moindre définition scientifique de quoi que ce soit. Même la notion de cancer n'est pas scientifique du tout non plus. Dans l'imaginaire, on a l'impression que c'est sûr. Dans la réalité, savoir si tel truc, il faut le considérer comme un cancer ou pas, c'est un débat entre médecins et
qui est rarement basé sur de la science, de l'expérience, du sentiment, certains critères. Et surtout savoir si ce qu'on observe, qu'on va dire que c'est cancer, c'est dangereux, ça c'est même encore un autre débat, hein. Il se trouve que on subit dans nos sociétés, par exemple, tout le monde sait, ah bah on a une grosse augmentation des cancers ces 50 dernières années. Non, on a une grosse augmentation de la déclaration du nombre de cancers, c'est-à-dire du nombre de gens qu'on va dépister ou à qui on va attribuer la cause cancer. Et la nuance est énorme. Si on commence à lancer une mode en disant les vaccinés, vous allez avoir le cancer et qui se mettent à se dépister tous, on va avoir une augmentation du nombre de cancers détectés ou de gens qu'on va détecter ou qu'on va attribuer, on va dire, c'est le cancer. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'avant et ça ne veut même pas dire qu'on va sauver des gens à faire ça, hein. Les traitements utilisés quand on rentre dans la case cancer, je ne sais pas si vous avez déjà pu côtoyer, moi ça a été le cas plusieurs fois dans ma vie, des gens qui rentrent dans des protocoles cancer, ça les marque assez rapidement, hein, ça les détruit. Et ce qui les tue, d'ailleurs, si vous en avez côtoyé, ils sont pas tués par le cancer, ils sont tués par les traitements qu'ils subissent, dont on leur dit qu'ils sont là pour traiter leur cancer, hein. La perte, enfin, ils pèsent plus que 40 kilos au bout d'un moment, c'est des squelettes sur pattes, ils ont perdu leurs cheveux, certains saignent de partout, enfin bref, et ça finit mal. Enfin, j'ai enterré quelques personnes relativement jeunes, hein, qui sont rentrées dans ce genre de protocole. Donc, je me méfie énormément des données dites médicales qui sont sujets, qui sont le fruit d'interprétations et pas de sciences dures, hein. Et malheureusement, j'ai bien peur que si on augmente fortement le nombre de détections, on va augmenter statistiquement le nombre de cancers écrits, qu'il ne faudra pas en déduire autre chose que juste on a augmenté le nombre de gens détectés. Point. Pour information ou comparaison, il me semble que c'est le Parlement canadien qui, comment il s'appelle, les époux de l'épine qui en parlent, qui s'était lancé dans une grande étude pour savoir si la détection systématique du cancer du sein chez la femme avait permis d'améliorer l'espérance de vie des femmes. Voilà, se dire, bah avant on détectait pas, aujourd'hui on détecte toutes les femmes tous les ans avec des mammographies, est-ce qu'on sauve des femmes? Et la réponse est non. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver que cette pratique de mammographie permanente réussit à sauver des femmes. Donc il y a tout un tas de femmes dorénavant qui se font couper un sein, qui rentrent en chimiothérapie, mais ça n'a absolument pas joué sur leurs chances de survie, hein. Voilà, donc il y a des vraies questions à se poser sur ce qu'on est en train de faire à la population, en leur mettant en permanence une épée de Damoclès, en leur faisant croire qu'ils sont potentiellement malades dès qu'on va les sauver, avec des modes de détection qui sont vraiment à questionner, quoi. Voilà, donc encore une fois, la statistique, il faut se poser la question de la définition de ce qu'on a mesuré et de comment on l'a mesuré. Quand une définition est floue, comme toutes les maladies sont des définitions floues, et la manière dont on les mesure dépendent du nombre de fois où on va inciter les gens à se faire détecter, on a des statistiques qui sont de base biaisées, hein, et donc ils ne vont pas se servir de ça pour rentrer dans des conclusions un peu hâtives. Alors, ouais, Nicole et Gérard de l'Épine, son mari, Oui, je crois. Nicole et Gérard, pardon. Et ouais, que j'avais déjà reçu sur cette chaîne, et je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs de l'histoire du dépistage du cancer du sein. Et sur le cancer, d'ailleurs, je te conseille l'excellent sketch de Dieudonné qui s'appelle Le Cancer. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. C'est le meilleur, je pense que c'est le meilleur résumé du cancer. Ça permet aussi de rire, surtout si on a vécu et qu'on a vu ce que ça faisait en direct. Et voilà, on peut que reconnaître la situation ubuesque et qui termine mal, malheureusement, pour les personnes. Mais oui, je conseille aussi de le voir, tu as raison. Et pour revenir sur les débuts de cette pandémie et sur les chiffres, je t'ai entendu à plusieurs reprises dans tes différentes interviews dire qu'en fait, on a eu une pandémie de tests positifs et que les injections ont réglé le problème
du test positif? C'est comment justement ont été, comment est-ce qu'ils ont semé la peur? Comment ont été obtenus tous ces chiffres? Et j'aimerais bien aussi que tu reviennes sur cette notion de malade asymptomatique. Tu sais qu'à la base, ça c'est un terme qui vient de la génétique. Normalement, on appelle ça un porteur sain. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui peut avoir une maladie génétique en lui, mais elle se déclenche pas. Il est simplement porteur sain de cette maladie. Et comment dire, cette notion, elle a été avec la pandémie Covid-19, elle a été vraiment appliquée à comment dire, à la virologie, quoi, puisqu'on nous a parlé de malades asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de charge virale, donc qui a priori ne sont pas contagieux, puisque charge virale et contagion, pardon, sont intimement liés. Donc bah voilà, ma question c'est ça, c'est comment ils ont trafiqué là? Qu'est-ce qui a été trafiqué? Je connais la réponse, hein, mais je te pose la question pour les auditeurs. Qu'est-ce qui a été trafiqué pour obtenir ces chiffres et pour pouvoir semer la peur? Alors, ça ne m'étonne pas que c'est un terme qui vienne de la génétique, puisque virologie et génétique utilisent beaucoup de processus en commun. Et je questionne, pour rester poli, beaucoup de méthodes dites scientifiques utilisées en virologie, notamment quand ils disent qu'ils prétendent isoler des virus qui n'existent pas. Hein. Personne n'a jamais isolé un virus. Demandez à un virologue, asseyez-vous un peu avec lui, personne ne sait isoler des virus. C'est même dans la définition des virus sur le fait que c'est imbriqué complètement dans la cellule. Enfin bref, ce qui pose vraiment des questions sur ce qu'on est en train de raconter. Et puis sur on va dire, j'en ai parlé un tout petit peu, mais sur le prétendu génome des virus qui est réalisé par méthode de recoupement par ordinateur, dont malheureusement bien peu de microbiologistes comprennent comment il fonctionne. C'est pas du dénigrement, c'est d'ailleurs plutôt, enfin moi j'en ai fait de l'algorithmie et des mathématiques qui permettent de faire ça, et c'est un domaine particulier et ça nécessite on va dire un certain investissement en algorithmie et en programmation pour comprendre ce que la manière on s'est fait. Voilà. Et bon, comme tout fonctionne en silo, on a malheureusement des spécialistes chacun dans son domaine qui se refilent des trucs et jamais personne ne maîtrise l'ensemble pour comprendre on va dire la marge d'erreur ou plutôt la marge d'incertitude qu'il y a lorsqu'on fait de la science. Mais bon, passons ça. La manière dont ça a fonctionné cette crise, il y a eu 2 étapes. La première, ça a été de donner une définition du Covid-19 qui était complètement floue. C'est-à-dire que un malade Covid-19, c'est un malade qui... tapez symptômes du Covid-19 sur Google, vous allez rigoler. Covid-19, ça peut être de la toux, des maux de tête, la gorge qui gratte, le nez qui coule, des nausées, des diarrhées, de la fièvre, des difficultés respiratoires, enfin j'en oublie, mais voilà, des dizaines de trucs, de la perte de goût, de perte d'odorat si vous voulez, enfin mettez La grippe, quoi, en fait. Pardon? La grippe, en fait, quoi. N'importe quelle maladie, en fait. Quand on arrive même à nausée et diarrhée, c'est qu'il y a tout, quoi. Et en fait, le fait d'être malade, c'était le Covid-19. Donc, toutes les maladies rentraient dans cette case. Ce qui fait qu'on a pu compter du Covid-19. Enfin, n'importe quel mal, c'était ça. Donc ça a été la première phase. Et puis, il y a une deuxième phase où sont rentrés dans la danse les fameux tests. Alors, un test, c'est intéressant. Je prends souvent l'exemple de la femme enceinte, où il y a les tests de grossesse qui existent. Et pour savoir si une femme est enceinte, elle fait pipi sur un test de grossesse. S'il y a 2 barres, c'est qu'elle est enceinte. S'il n'y en a qu'une, c'est qu'elle n'est pas enceinte. Bon, c'est un test qui est très fiable, mais qui n'est pas fiable à 100%. Vous prenez plein de petits garçons européens, 5 millions, vous faites faire pipi sur un test de grossesse, vous aurez des tests positifs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'un petit garçon de 9 ans qui a un test de grossesse positif dans la main? Voilà, on peut lui annoncer, voilà, que cher petit, tu es atteint de grossesse asymptomatique. Voilà. Donc non, un test, c'est pas la réalité. Un test de grossesse, c'est pas la réalité. La réalité, c'est d'être enceinte. Et le test est un révélateur. Il a une certaine fiabilité. Et on peut même calculer sa fiabilité. On est en théorie obligé de le faire. Vous prenez 10 000 femmes enceintes, vous faites faire pipi sur un test de grossesse. Ils doivent tous être positifs. Et tous les tests que vous avez qui sont négatifs, ce sont des faux négatifs. Vous les comptez. Faites le ratio des faux négatifs là sur le total et ça vous permet de calculer la sensibilité du test. Vous prenez des femmes pas enceintes, des hommes, vous faites faire pipi sur un test de grossesse. Tout test qui n'est pas négatif, c'est pas que l'homme est enceinte, c'est que le test 14, c'est un faux
C'est un faux positif et ça permet de calculer la spécificité du test, on appelle ça. Donner ces deux critères-là, sensibilité, spécificité, ce qui vous permet de calculer la fiabilité d'un test. Bon, ben là où est-ce que je veux en venir? Quand les tests Covid ont été mis sur le marché, comment est-ce qu'on a calculé leur sensibilité, leur spécificité? Le test de grossesse, pour le calculer, il faut des femmes enceintes. Hein. La femme enceinte, c'est le gold standard, c'est la référence du test de grossesse. Pour les tests Covid, c'est quoi le gold standard? Comment est-ce qu'on a pu dire qu'un test Covid, il était valide? À quoi on l'a comparé? Pour savoir à quoi l'on peut comparer, c'est quoi la définition d'un malade du Covid? Il n'y en a pas. Voilà. Donc, par essence, les tests sont bidons. Point. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas de gold standard clinique qui permettent de savoir ce que vaut un test Covid. Donc, de toute façon, ils sont bidons. Et puis, grâce aux statistiques du ministère de la Santé, dans le livre, je montre, vous les téléchargez, vous regardez les résultats de tests positifs, négatifs, et vous regardez si la personne est malade, donc symptomatique ou asymptomatique, et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure du temps, vous avez des résultats complètement débiles, à savoir que les gens qui sont malades et qui se font tester, ils sont en écrasante majorité négatifs, et que les gens positifs, ils sont, donc avec un test positif, sont en majorité en excellente santé. Ce qui fait que ces tests sont bidons, voilà. Donc il n'y a pas d'autre, il n'y a rien à sauver. Hein. Ces tests-là sont une escroquerie, ça se démontre statistiquement. Et c'est même pas une question il y en a qui disent oui, mais c'est parce qu'il faisait mal, le nombre de cycles est trop élevé. Non, il n'y a pas d'histoire de nombre de cycles trop élevé. D'ailleurs, on a plein de tests négatifs, notamment chez les symptomatiques. Donc non, le test en lui-même est bidon. Pourquoi? Parce qu'il provient d'une croyance non démontrée, qu'on aurait réussi à prétendument isoler un bout de virus qui serait responsable d'une maladie dite spécifique, et le Covid-19, et personne n'a jamais fait ça. Donc de toute façon, par construction, l'ensemble du narratif pandémique et de ce qui est appelé Covid-19 est bidon, point. Il n'y a pas de science derrière ça. C'est du commerce. C'est le fait de faire croire qu'avec ce superbe écouvillon que vous mettez dans le nez, que vous allez acheter à un prix d'amis à des laboratoires pharmaceutiques qui vous le vendent, parce que c'est pas gratuit, hein, quand vous les faites, on les achète, ça va vous donner un résultat. C'est juste bidon. Et ça fait une arnaque qui est d'ordre administratif. Le seul but de ce petit truc qu'on vous met dans le nez, c'est de vous mettre dans une case administrative qui s'appelle Covid-19. Ça n'a rien à voir avec la médecine, ça n'a rien à voir avec la science. Et il n'y a rien à tirer de ça. Voilà. Donc, c'est de ça qu'est née l'escroquerie. Et tu voulais me faire aller jusqu'au vaccin, allons-y jusqu'au bout. Pfizer et Moderna, quand ils ont fait leur vaccin, les vaccins Pfizer et Moderna, vous avez dans la tête de dire « Ah, il y a une maladie qui s'appelle Covid-19, je prends le vaccin, je serai plus malade. » Donc, ils ont dû faire une étude pour regarder si on était malade ou pas. Non, ils ont fait une étude, Pfizer, Moderna, où ils vaccinent des gens, 20 000 personnes, ils donnent un placebo à 20 000 autres. Il n'y a pas de gestion du secret correcte, mais passons. Et derrière, ils leur font juste des tests bidons. Alors normalement, ça devrait même être du 50-50, une efficacité à 0, mais non, parce que dans le protocole Pfizer et Moderna, ces petits malins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne nous disent pas combien de fois ils ont testé chaque groupe. Il y a une manière très simple d'avoir un vaccin sûr et efficace. Vous vaccinez 20 000 personnes et 20 000 autres, vous leur mettez un placebo. Les 20 000 que vous avez vaccinés, surtout, vous ne les testez pas ou le moins possible, donc vous n'aurez pas de test positif. Et les 20 000 qui ont reçu le placebo, eux, vous les testez régulièrement. Et au bout de 6 mois, vous annoncez « Ah bah oui, j'ai beaucoup plus de tests positifs chez les non-vaccinés. » Oui, normal, tu as testé que les non-vaccinés. Et ça, cette escroquerie-là, elle a été reproduite. Donc c'est là où c'est malin. Soit tout était prévu dès le départ, ce qui est possible, hein, donc l'escroquerie est orchestrée, soit le hasard a fait que ça s'est entretenu. Mais dans tous les pays qui ont acheté des vaccins à prix d'or, on a mis en place le fameux pass sanitaire. Pass sanitaire qui faisait quoi? Vous étiez vacciné, vous pouviez bosser, aller dans les restos, tout ça, sans vous tester. Voilà. Vous êtes réputé en bonne santé. Et en revanche, vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez vous tester tous les jours. Fatalement, à force de se tester tous les jours, vu que les tests sont bidons et sont du hasard, vous finissez par avoir des tests positifs. C'est tout. Puis test positif, voilà, on déclare que vous avez le Covid. On a dit, les non-vaccinés, ils ont le Covid. Mais non, ils se testent, c'est juste qu'ils se testent. Voilà. Donc l'escroquerie, elle a été mise en place initialement avec un problème de définition. Il n'y a pas de Covid-19, c'est-à-dire pas de définition de ce qu'est le Covid-19, ça n'existe pas.
Ensuite, des tests qui sont bidons par construction et qui font rien, des vaccins qui sont basés sur des tests et un pass sanitaire qui fait croire que les vaccins sont efficaces. Voilà, donc ça fait une belle boucle. Test, vaccin, pass, voilà, ça fait un triptyque qui marche du tonnerre pour faire croire qu'on a un produit qui fonctionne. Vous remplacez les vaccins par une patte de lapin qui porte chance, vous remplacez le Covid-19 par le fait de lancer un dé, ou si vous avez vous avez le Covid-19, et si vous avez une patte de lapin, vous ne lancez pas le dé, ben voilà, vous avez encore un produit efficace. Ça coûterait moins cher de faire ça d'ailleurs. Le prochain coup, voilà, on mettra des pattes de lapin autour du cou des gens, ça marchera beaucoup mieux. Donc voilà, on aurait pu en vendre des pattes de lapin. Pardon? On aurait pu en vendre des pattes de lapin. Ils en ont vendu, hein. C'était des pattes de lapin qui faisaient mal, hein, vu les dégâts qu'ils ont fait, mais s'il n'y a pas plus de science dans ces produits, ces vaccins qui ont été vendus, il n'y a pas plus de science que dans la patte de lapin, hein, pour protéger, hein. C'est la même chose. Et donc, c'est vraiment un mécanisme bien huilé que je dénonce dans le livre et qu'il faut comprendre parce qu'ils font le coup sur tout. En mettant en place ce genre de débilité que sont les tests de maladie, puisque ce n'est pas la seule prétendue maladie qui n'est pas bien définie sur laquelle on fait des tests. Ils mettent en place un test qui vous dit « Ah bah vous avez telle maladie », et donc derrière, il faut mettre tel traitement, et une fois que vous avez tel traitement, c'est bon, vous êtes protégé contre la maladie. Ça c'est vraiment une escroquerie totale, et ça ne concerne pas que le Covid-19. Il y a d'autres maladies qui ont des tests non spécifiques. Là, je suis en train de lire toute la littérature concernant l'épisode SIDA. Le SIDA, qui est un syndrome d'immunodéficience acquis. Donc là, comme c'est un syndrome, il y a un ensemble de critères plus ou moins spécifiques, mais on définit que des gens sont très malades et on les déclare SIDA. Et ça, c'est une maladie, c'est un nom de maladie. Et la question se pose du lien entre l'ensemble, le génome qui a été attribué à un rétrovirus qui s'appellerait VIH, là, celui qu'on appelait le virus d'immunodéficience humaine. Et il y a un débat extrêmement fort sur le lien qui existerait entre ce génome et la maladie SIDA, qui n'est pas démontré. Et ensuite, les tests de séropositivité qu'il y a derrière, qui sont des tests de protéines, enfin, il y a différents tests, mais notamment tests de protéines, c'est la même chose. Et il serait temps de se poser la question de ce que veulent dire ces tests, parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont séropositifs, c'est-à-dire qui ont des tests positifs, mais qui sont en parfaite santé, et qui prennent quand même des médicaments qui sont extrêmement lourds, qui leur détruisent la santé à terme. Il faudrait quand même se poser la question de la spécificité du test. Est-ce que vraiment ce test-là veut dire quelque chose ? Et inversement, il y a tout un tas de gens qui ont le sida, c'est-à-dire qui ont le syndrome, et qui ont toujours été séronégatifs. Voilà, donc ces gens-là ne seraient pas malades, enfin, que se passe-t-il ? Donc voilà, il y a vraiment sur toutes les maladies, tous les tests, il y a des questions à se poser sur vraiment le lien entre tests et maladies et sur les dogmes qui existent dans le monde médical, dans le monde pharmaceutique, surtout au regard des milliards et des milliards d'euros que ça génère. Ouais, sur les tests, j'avais montré, tout au début justement de l'arrivée des tests, tous les articles qui sortaient où on avait eu des lots de 300 000 tests déjà positifs qui arrivaient. Il y avait eu aussi le président de la Tanzanie qui avait testé une chèvre, de la papaye et qui était arrivé à des tests positifs. Et puis il y avait surtout eu ces cas de mecs qui avaient pris rendez-vous pour aller se faire tester, qui n'avaient pas pu aller au rendez-vous et qui avaient quand même reçu un résultat positif. Donc ça, c'était quand même marrant. Je crois, Pierre, que tu as fait plaisir à Maximus en parlant de ton doute même sur l'existence des virus et je crois anticiper que la question de Maximus, ça va concerner ça. Alors Maximus, oui, j'avais le micro coupé. Non, mais je me délecte, là, j'écoute Pierre Chaillot et je suis ravi qu'on l'ait invité ce soir parce que c'est très roboratif de l'entendre. Même si je suis extrêmement sévère et je considère qu'aujourd'hui, les criminels ne doivent pas rester impunis de leurs crimes. Je ne sais pas si Pierre Chaillot connaît l'affaire de Becky McLean. Alors non, mais le nom, non, mais peut-être l'affaire, oui. Avec Pfizer. Donc en fait, Becky McLean, c'était une scientifique qui travaillait pour Pfizer à Groton, dans le Connecticut. C'était précisément une biologiste moléculaire.
En fait, bon, en octobre 2003, Becky McLean a été malade à cause d'une exposition à probablement on dit des virus, mais est-ce que c'était vraiment des virus ou des bactéries ou des agents pathogènes? On ne sait pas trop parce que elle est persuadée que c'était un virus qui aurait été génétiquement modifié. D'ailleurs, ça revient d'ailleurs dans le débat avec justement le C19 là, puisqu'on nous ressort que le C19 finalement n'aurait pas une origine naturelle. Bon, bref. Ça, on se doute bien que s'il y a des laboratoires P4, évidemment, c'est pas pour fabriquer des allumettes, ni pour enjoliver la planète avec de la verdure. Eh bien, je finis avec l'affaire de Becky McLean. Elle a été malade à cause d'une exposition, justement, à un prétendu virus dans le cadre de son travail. Et on lui a diagnostiqué une paralysie périodique transitoire. Il s'avère que le soi-disant virus, auquel aurait été exposé était une sorte de missile génétique qui, en fait, attaque ce qu'on appelle les canaux qui sont chargés de retenir le potassium, le potassique. C'est-à-dire beaucoup de ces membranes cellulaires étaient affectées. Et qu'a fait Becky McLean? Elle a poursuivi Pfizer devant un tribunal fédéral du Connecticut. Mais entre-temps, Pfizer a fait des intimidations et des menaces en lui demandant de retirer sa plainte, ce qu'elle n'a pas fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle a réussi à faire condamner Pfizer grâce à sa plainte. Et en même temps, Pfizer a été condamné parce qu'ils avaient empêché le droit à la liberté d'expression pour l'intimider. Donc Pfizer a fait appel, et ils ont fait appel en décembre 2012, et une deuxième cour d'appel qui a confirmé le verdict du jury de la cour du Connecticut. Et cette fois-ci, Pfizer ont dû s'acquitter quand même de la somme de 1,3 million qui ont été démultipliés. Est-ce que tu connaissais cette affaire et si, pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire, une affaire comme celle-là? Écoute, je ne connaissais pas l'affaire, ça ne m'inspire pas grand-chose puisqu'on ne peut pas demander à la justice de rentrer dans le cadre du débat scientifique. Et aujourd'hui, en effet, je suis absolument aucune idée de quoi cette dame a été malade et le verdict ne nous annonce absolument pas de quoi elle aurait pu être malade. D'ailleurs, le fait qu'ils aient essayé de la faire taire, c'est probablement surtout ce qui a joué dans le fait qu'elle gagne quelque chose. C'était pas très malin de la part de Pfizer qui voulait surtout paterner sa réputation. Que font-ils dans les laboratoires P4? J'en sais pas grand-chose. En revanche, moi, je lis, encore une fois, les études qui me parviennent concernant les études publiques que je lis. Donc, j'en ai lu, je sais pas, des dizaines, des centaines, sur différentes histoires de virus qui causent telle ou telle maladie. Aujourd'hui, je n'en ai pas lu une seule qui respecte un tant soit peu la méthode scientifique. Donc, il y en a certaines, quand elles me font rire, que je vais pas dire je débunk, mais que je commente avec un ton un peu humoristique sur ma chaîne. Mais voilà, je suis très loin d'avoir la moindre conviction sur quoi que ce soit à ce sujet. J'ai plutôt la conviction qu'il ne faut pas avoir peur pour rien. Et qu'avant de se lancer dans un narratif expliquant qu'il y a des grands laboratoires qui savent créer des virus qui vont se répandre sur la planète et tuer tout le monde, j'aimerais bien avoir un tant soit peu de début de preuve qui réussissent à créer un truc qui fonctionne, voire même que l'un d'entre eux a réussi à isoler correctement la cause d'une maladie avec une méthode respectant la méthode scientifique. Une méthode scientifique, c'est assez simple. Vous avez un phénomène que vous observez, un phénomène, appelons-le P. Vous soupçonnez une cause de créer le phénomène. Voilà, donc la cause C implique le phénomène que vous appelez P si vous voulez. Vous essayez de mettre en place une expérience dans laquelle vous avez votre protocole expérimental au sein duquel vous mettez la cause du phénomène. Vous mettez le protocole, vous observez le phénomène et vous mettez une expérience témoin en face où vous mettez toutes les mêmes choses sauf la cause et vous n'observez pas le phénomène. C'est comme ça qu'on fonctionne en science. Dans la totalité des études où on prétend avoir identifié un virus qui cause une maladie, il n'y a jamais d'expérience témoin. Que ce soit pour l'observation de l'effet pour ceux qui connaissent un peu l'effet cytopathique des virus sur les cellules, pour que ce soit prétendre les avoir observés au microscope électronique à balayage, etc.
Donc moi, je vois tout un ensemble de dogmes, de gens qui sont persuadés de déjà savoir comment fonctionne le corps humain, le monde, l'ensemble des microbes au sens large, et qui ont décidé que de toute façon, s'ils avaient un malade, c'était forcément à cause d'un microbe, d'un virus qu'ils allaient identifier avec ces méthodes-là. Mais ça, jamais en remettant en question leur hypothèse de départ. Voilà. Donc bon, je suis à un stade là où je pose beaucoup de questions, d'ailleurs, soit de manière large sur ma chaîne en prenant des études et en les commentant, ce qui me faut des remarques de microbiologistes qui ne sont pas contents de ce que je fais, mais avec qui parfois on réussit à entamer une discussion. Et aujourd'hui, je n'ai pas de contre-argument à donner à ce que j'ai avancé sur cette absence-là. Des fois avec des personnes assez connues qui traitent de microbiologie, de virologie, des gens qui ont travaillé avec des gens très connus aussi, et qui malheureusement confirment ce que je viens de dire, à savoir qu'ils travaillent sans jamais faire d'expérience de contrôle pour vérifier la scientificité des méthodes qu'ils emploient. Donc voilà, je suis à un stade là aujourd'hui où je ne crois pas à grand-chose. J'essaye d'éviter de croire à quoi que ce soit, et j'essaye plutôt de lire, de comprendre comment les choses fonctionnent, et de bien vérifier que quand quelqu'un affirme quelque chose, il a appliqué une méthode un tant soit peu scientifique. Voilà. Donc je tenais à faire cette précision sur mes réserves quant à toutes les conclusions qu'on peut avoir sur les virus, leur rôle, ce à quoi ils servent, et on va dire leur côté néfaste, c'est-à-dire de grands méchants destructeurs de l'humanité. Alors justement, sur ces fameux chiffres en question et sur comment on a fait exister cette pandémie par les chiffres en mars, c'est le 31 mars 2020, l'OMS a créé un code d'enregistrement pour la maladie Covid-19. C'est le 31 janvier. 31 janvier, ah pardon, j'avais noté mars, donc je me suis gouré dans mes notes, c'est pas grave. 31 janvier 2020, donc l'OMS a créé un code d'enregistrement pour la maladie Covid. Et on a vu à partir de ce moment-là que, par exemple en France, quasiment toutes les autres pathologies ont vu soit d'énormes baisses, ou pour la grippe, par exemple, même la grippe qui a totalement disparu. Comment dire, est-ce qu'on n'a pas là justement derrière, comment dire, clairement surtout avec le fait qu'il y a surtout l'histoire de tarification de l'acte. Dans les hôpitaux, par exemple, quelqu'un qui va être référencé, donc enregistré avec le code Covid-19, l'hôpital va toucher plus d'argent, par exemple, que si il est reçu pour une grippe. Est-ce que là déjà, il y a pas, pour moi, c'est mal intentionné ce qu'il y a eu derrière. Ça a été fait que par appât du gain, pardon, des médecins et des hôpitaux étiquetent des gens volontairement Covid-19 alors que peut-être ils avaient la grippe. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a le CDC aux États-Unis. J'avais montré les articles par rapport à ça, je crois que c'est en 2022 ou 2023, ils ont arrêté d'utiliser les tests RT-PCR 2019 qui étaient utilisés justement parce qu'ils disaient ça détecte la grippe comme étant le Covid-19. Donc pour toi, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une réelle intention de manipulation pour augmenter les chiffres? Alors, plusieurs réponses. En termes d'intention, pas tout à fait. Oui, en partie, mais pas que. Chaque personne qui rentre à l'hôpital, on lui attribue une maladie, ça donne un remboursement. Bon, l'hôpital fonctionne avec les remboursements, et pour toutes les maladies, c'est le jeu. Quand vous rentrez à l'hôpital, ils essayent de vous mettre le nom de maladie de façon qui va maximiser les remboursements. C'est le jeu habituel. Quand c'est arrivé cette histoire de Covid, ils ont tous eu très très peur, on a vidé les hôpitaux, et il y a même des syndicats qui se sont mis en branle en disant « Mais attention, vous me faites prendre des risques, ça va coûter cher ». Ils avaient raison d'ailleurs, puisque on a viré les autres patients, il fallait mettre des couloirs spécifiques, il fallait mettre des combinaisons, il fallait mettre du plastique partout, donc de toute façon ça allait coûter cher. Donc en termes de remboursement hospitalier, on pouvait presque dire que c'était normal d'avoir un remboursement plus élevé. C'était normal, mais du coup, il fallait enregistrer les gens là-dedans. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas d'intentionnalité à nuire, mais il y a bien un système pervers qui se met en place. Ça c'est certain. Quand tu dis ils avaient la grippe, je suis obligé de te faire la même réponse en tant que statisticien. C'est quoi la grippe? Ce qu'on appelle la grippe, c'est pareil, il n'y a pas de symptômes spécifiques. Il y a une forte fièvre, peut y avoir de la toux, peut y avoir des nausées, des diarrhées, etc. Mais
Ce qu'on appelle un état grippal, c'est extrêmement large. Il n'y a pas de définition scientifique à l'état grippal, c'est juste quelque chose de déclaratif. Donc de la même manière, voilà, et il n'y a pas de test grippe qui se tiennent, ni même de vaccin grippe qui fonctionne d'aucune sorte, que quelqu'un ait déjà prouvé que ça servait à quelque chose. Je renvoie vers le rapport du Sénat, encore une fois, de 2009, où à la conclusion, c'est de dire, bon, on a vacciné tout le monde avec le vaccin H1N1, bon, ça servait à rien, mais au fait, est-ce qu'on pourrait peut-être une fois mettre en place un protocole d'étude pour vérifier la vaccination antigrippale sert à quelque chose? Il se pose déjà la question en 2009, bon, bah, on n'a rien fait depuis, hein. Il n'y a pas la moindre étude qui montre que ça sert à quelque chose. Voilà, mais donc il y a aussi un problème de définition pour les états grippaux, mais pour toutes les maladies. De toute façon, toutes les maladies, il y en a je ne sais pas combien de dizaines de milliers dans la codification internationale des maladies, et toutes se recoupent les unes les autres, ce qui fait que quand on dit, quand un médecin vous annonce j'ai tel truc, il a juste mis un nom pour résoudre le problème administratif de faut mettre un nom à votre maladie. Eh bien, en fait, vous êtes une personne unique, il vous arrive quelque chose de désagréable sur le moment. Il y a certaines choses désagréables qui arrivent extrêmement souvent et à qui on met des noms fourre-tout. Tiens, t'as un rhume, t'as une grippe, etc. Parce qu'on sait que c'est classique et qu'on a mis des noms par usage. Mais en tout cas, sur le côté scientifique, il n'y a pas, hein, il y a pas de science là derrière. Hein. Il y a une science qui fait semblant, mais c'est vraiment que interprétatif. Ce qui fait que les statistiques ne sont que le reflet des croyances du moment. À partir du moment où les médecins commencent à dire ah là là, c'est la saison de la grippe, tout le monde a la grippe, bah, vous voyez fleurir les statistiques grippe. Oui, en hiver, il y a plus de gens malades, mais voilà, tout le monde se retrouve dans la case grippe parce qu'on dit c'est l'épidémie de grippe. Mais il n'y a pas de science derrière ça. Il y a une augmentation du nombre de gens malades en période froide qui est classique et qui se voit tous les ans, mais de là à dire on a identifié vraiment un nom précis d'une grippe qui serait avec un pathogène mais identifié, mais il n'y a pas le début d'une trace de preuve de ça. Voilà, il faut comment dirais-je, faut pas prendre si on comprend l'arnaque qui est la notion de Covid-19, on peut pas s'arrêter à cette seule notion de Covid-19, il faut tirer tout le fil. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'arnaque Covid-19, il faut pas penser, à mon sens, hein, que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces pour cette fois-ci. C'est toute la médecine moderne qui pense comme ça. Et le Covid-19, c'est le syndrome de l'aboutissement de la connerie de la médecine moderne. Hein, et c'est pas le seul cas, quoi. Ça, il y a une exagération notamment pour des questions financières, parce que ça rapporte un fric fou de vendre des tests à la con et des vaccins qui servent à rien. Ça rapporte vraiment des milliards, certes. Donc il y a de l'exagération. Il y a des questions politiques aussi. On fait peur aux gens. Les gens sont d'autant plus dociles qu'ils ont peur d'un méchant virus qui va les enfermer et réclament que le gouvernement vienne les sauver. Donc ça, c'est très pratique politiquement. Mais voilà, c'est quand même pas le seul cas de maladie qui pose problème. Mes livres traitent de Covid-19. Pourquoi ? Parce que ça a été suffisamment mondial et on a été abreuvé de chiffres. Donc ça nous donne un nombre de sources qui sont absolument hallucinants pour étudier le phénomène. Mais derrière cette critique de Covid-19, je critique la totalité de la médecine moderne hein, et de notre conception même de la maladie. C'est un fil que je pense qu'il ne faut pas oublier de tirer parce que ça va beaucoup plus loin que ce simple Covid-19. Alors juste après la question de Maximus, justement, on va essayer d'aborder assez rapidement, de rentrer dans la véritable raison de ces injections. Maximus? J'aime beaucoup ce que dit Pierre Chaillot. Il est encore un peu frileux sur certains axes, mais j'aime beaucoup. Et j'aurais mille et une questions à lui poser, mais concernant justement le fait que les prétendus virus ne soient pas isolés, est-ce qu'on peut aussi en déduire que d'une certaine manière, parfois on nous administre des traitements qui n'en sont pas et qui finalement viennent perturber plus la chimie du corps et peut-être même provoquer, j'ai envie de dire, des chocs à l'intérieur d'un organisme plutôt que de l'aider. Parce que, en fin de compte, si statistiquement, on n'arrive pas à démontrer, par exemple, le bienfait, j'ai envie de dire, d'une politique vaccinale, par exemple, là, en l'occurrence, ce qu'on va dire vaccin, puisque c'est le mot utilisé, pour ne serait-ce que pour les maladies dites classiques ou pour les aspects préventifs ou les maladies infantiles comme la coqueluche, la grippe, etc. Et beaucoup de gens se plaignent d'avoir eu d'ailleurs des retours de grippe bien plus violents après l'injection de la grippe et même avec la rougeole,
Il y a des gens qui contractaient la rougeole en ayant reçu justement le fameux vaccin contre la rougeole. Donc, si j'en déduis à ce que dit, si je me réfère et j'amène des déductions à ce que dit Pierre Chaillot, en fait, c'est toute la médecine qu'il faut revoir, en fait. Et en fait, il n'y a pas énormément, forcément, je dirais, de choses qui sont suffisamment attestées pour pouvoir mettre sur le dos de la médecine tous les progrès inhérents à des améliorations de santé. On peut peut-être aussi inclure le fait que les conditions d'hygiène et les conditions de vie sont aussi beaucoup plus, comment dire, confortables et ont été améliorées, ce qui permet aussi d'amener l'être humain à une longévité beaucoup plus importante. Alors, c'est pas que la médecine. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais j'aimerais bien avoir son point de vue là-dessus. En tout cas, il faut pas s'interdire de tout remettre en question pour tout revérifier, mais ça, c'est la base de la science, enfin quand même. Voilà, donc on doit entretenir le doute et re-questionner l'ensemble de ce que l'on croit savoir. Je vais prendre notamment en médecine. Vous prenez on s'est intéressé à pas mal de choses dans cette période, par exemple aux masques, à leur utilité et même à d'autres pratiques. Bon, il y a des choses qui sont assez rigolotes quand on s'intéresse au débat du passé. On se rend compte que, par exemple, entre les infectiologues et les chirurgiens, il y a un débat et il y a vraiment une bataille rangée de très long terme où les deux sont deux professions qui sont absolument pas d'accord entre elles. Le chirurgien intervient, on va dire, à notre échelle de pratique. Hein. Ce sont des artisans qui gèrent de la tuyauterie, de la mécanique, qui interviennent depuis très longtemps. Et voilà, les infectiologues, qui est une profession qui gagne en intensité à partir de la théorie du germe, beaucoup de Pasteur, et donc à partir du 19e siècle, leur impose un certain nombre de pratiques et les deux professions se battent. Il y a deux exemples assez célèbres. Le premier, c'est notamment à propos du traitement des plaies, où les infectiologues disent que ce qui crée les plaies derrière vont s'infecter et le patient va mourir de septicémie, c'est à cause de germes qui vont s'introduire dans les plaies et qui vont infecter la plaie. C'est-à-dire que c'est le germe extérieur lié à ce qu'ils appellent la panspermie, c'est-à-dire qu'il y aurait des germes partout dans l'air en tout le temps, et donc il faut un endroit extrêmement aseptisé pour tuer tous les germes et d'ailleurs utiliser tout ce qui peut tuer les germes sur la plaie. Et il y a un débat qui est extrêmement intéressant sur les chirurgiens qui disent qu'ils racontent n'importe quoi et que les plaies, quand elles s'infectent et qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a du matériel étranger à l'intérieur de la plaie, soit des saletés qui n'ont pas été enlevées, soit de la chair morte. Et donc, il y a vraiment un débat qui est très intéressant et où les chirurgiens disent « mais vous comprenez vraiment rien et vous n'avez aucune pratique. Nous, par expérience, on sait que c'est ça qui pose souci, qu'il faut extraire absolument la totalité de ce qui est mort. Donc, ce qui est mort, c'est ce qui sera évacué par le corps sous la forme de pus, qui fera de la fièvre, etc. Donc, les chairs mortes et les corps étrangers. Et il y a un deuxième exemple aussi, qui est celui de l'obligation du port du masque en chirurgie. Donc les masques qu'on a portés sont les masques chirurgicaux, là, soi-disant pour protéger des virus, même si c'est écrit sur le paquet, ne protège pas des virus, enfin bref, on rigole. Et l'histoire de ces masques, ça a été un gros débat, je crois que ça date des années 70-80, c'est Eusé Briochet qui a pas mal bossé là-dessus, qui a ressorti toute la littérature, où les infectiologues voulaient obliger les chirurgiens à porter des masques quand ils opéraient, parce qu'ils opéraient le visage nu. Hein. Et les chirurgiens ne voulaient pas, en disant que ça les emmerdait, et certains avaient des lunettes et donc ça faisait de la buée, ça les empêchait de respirer correctement, et donc il y a eu tout un tas d'expériences, c'est-à-dire en comparant des résultats de survie de patients entre des chirurgiens qui mettaient des masques et qui n'en mettaient pas, il n'y a aucune différence de survie du patient entre un chirurgien qui porte un masque chirurgical et un chirurgien qui n'en porte pas. Personne n'a jamais réussi à trouver la moindre différence pour le patient. Pour le chirurgien, il y a des chirurgiens qui détestent avoir le visage à nu, puisque s'il y a du sang qui gicle ou des matières fécales ou quoi que ce soit, je trouve ça très désagréable d'avoir des pulvérisations sur le visage, et donc ils préfèrent mettre des masques, et d'autres chirurgiens qui n'ont rien à cirer et qui veulent juste être à l'aise.
Mais les infectiologues ont gagné la bataille dans tous les cas, hein, c'est-à-dire de dire qu'ils avaient compris ce qui n'allait pas dans les opérations, et ils sont passés au-dessus des chirurgiens qui en avaient l'expérience en disant « nous on sait, c'est nous la vraie science, vous êtes les ignares là qui travaillaient à faire de la tuyauterie, nous on est les vrais scientifiques », et donc ils ont perdu. Mais les débats sont intéressants, hein, parce que on a vraiment deux professions qui se sont opposées. Et ça aurait dû être, le débat scientifique, il est intéressant, il n'a pas été gagné du tout par la pratique, c'est-à-dire par des expériences qui montraient que les infectiologues avaient raison, il a été gagné par la pression, par le dogme. Et ça doit nous poser des questions sur la totalité de la médecine moderne et le pouvoir de la croyance et du dogme face aux résultats, hein, voilà. C'est-à-dire on reste persuadé d'avoir tout compris, que c'est le méchant germe qui crée tout, même quand on a des expériences contradictoires qui disent votre truc ça marche pas, on s'en fout. On va ignorer les résultats qui nous dérangent et puis on va rester dans le dogme. Voilà, donc je trouve que ces deux histoires elles sont intéressantes parce qu'en plus, moi on me dit voilà, t'es statisticien, t'y connais rien, t'es pas médecin, mais même entre médecins de spécialités différentes, il y a eu vraiment des grands débats historiques qui aujourd'hui sont balayés d'un revers de main en faisant semblant qu'ils n'existent pas. Allez, on en arrive à la question qui me titille le plus. Alors, au vu de tout ça, au vu du fait que la pandémie était clairement des chiffres, était clairement fictive, on peut même dire surtout une pandémie médiatique, une pandémie de peur. L'intention derrière tout ça, on l'a vu quand ils ont placé l'hydroxychloroquine sur la liste des médicaments vénéneux, alors que c'était un médicament qui était utilisé depuis plus de 70 ans, il fallait que les gens aillent vers l'injection. Et s'il y avait un remède, il n'y a pas besoin de vaccin. S'il y a un remède, il n'y a pas besoin de vaccin. Pour qu'il y ait un vaccin et amené à la vaccination, il fallait qu'il n'y ait pas de remède. Et donc, on voit bien à travers tout ça que le but ultime, c'était de pousser les gens à cette injection. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on était en privé juste avant le début de cette émission, en fait, sur cette chaîne, on pense qu'il y a un agenda mondialiste. Je ne sais pas si tu connaissais les pierres guides de Georgie, ce qu'on appelait les Georgia Guidestones. Il y avait sur ces pierres inscrit des différentes phases de cet agenda. Évidemment, avoir la population sur contrôle, maîtriser la reproduction, mais surtout garder la population mondiale en dessous de 500 millions d'habitants. Et donc, pour en arriver à ce chiffre de 500 millions d'habitants, il faut qu'il y ait une dépopulation et surtout pouvoir maîtriser la reproduction. Parce qu'on aura beau dire aux gens, baisez pas, les gens baiseront quand même et il y aura quand même des bébés. Donc, maîtriser la reproduction, eh bien, ça passe par une forme de stérilisation. Et on voit toutes les recherches qui sont faites sur l'ectogénèse pour pouvoir produire des enfants à l'extérieur du corps humain. Ma question, et j'aimerais savoir ce que disent les chiffres par rapport à ça, l'hypothèse qu'on a amenée sur cette chaîne, c'est que les injections serviraient à amorcer une forme de dépopulation. Déjà, en augmentant la mortalité, c'est-à-dire que les gens qui seraient injectés, bizarrement, partiraient de différents symptômes, mais étrangement, après ces injections, et nécessairement, d'ailleurs, je crois que les chiffres parlent de manière assez claire chez les jeunes, il y a une augmentation de la mortalité chez les jeunes, et il y a même un pic derrière les phases d'injection, tu me diras si je dis vrai après ou pas, et ensuite donc, augmenter aussi faire baisser la natalité, donc quelque part augmenter la stérilité. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a sur cette chaîne, c'est que les injections serviraient à amorcer, vraiment amorcer, c'est-à-dire démarrer une forme de dépopulation. Après, on ne sait pas ce que ça peut donner sur plusieurs générations. Des enfants, par exemple, 2 parents injectés, est-ce que ça ne ferait pas des mulets? On saura ça peut-être dans une vingtaine d'années. Mais que disent les chiffres par rapport à ça? Est-ce que depuis les injections, il y a eu une baisse significative de la natalité? Est-ce que depuis les injections, il y a eu une hausse significative de la mortalité, notamment chez les jeunes? Après les injections, il y a eu une hausse significative, mesurable, de la mortalité, notamment chez les jeunes, mais pas que. Ceux qui ont fait le gros des troubles des gens qui sont décédés après la vaccination, à mon sens, c'est plutôt les personnes âgées parce que c'est les plus fragiles. Donc je parle, j'en détaille dans le livre. Ces chiffres sont visibles, suffisamment pour être traçables statistiquement et même qu'on puisse montrer de la significativité. En revanche, c'est pas une hécatombe au sens où ça va pas agir sur la démographie. Ça fait beaucoup trop peu de monde pour que démographiquement ça ait un impact. Donc là, non. Et on a une mortalité qui est trop élevée pendant les mois, voire années qui suivent la vaccination. Donc je crois que jusqu'en 2022, j'ai bien trop de morts que je calcule. À partir de 2023-2024, la situation se stabilise. Donc
je ne vois pas statistiquement de conséquences à long terme sur une mortalité qui serait très élevée. Il y a eu des dégâts, exactement comme si on était en phase d'un empoisonnement, voilà, avec des dégâts sur des gens directement, d'autres personnes qui vont lutter et que ça va prendre un peu plus de temps. Il peut y avoir des destructions de certaines parties du corps qui sont irréversibles, si on veut. Mais quand même, on n'est pas sur un phénomène où on aura une augmentation de la mortalité constante, voire croissante. Ça, c'est pas le cas. La baisse de la fécondité, elle existe. J'en parle dans le livre. Je montre les liens qu'on peut faire avec la vaccination. Les liens temporels sont vraiment nickel, hein. Vraiment, 9 mois après la campagne de vaccination des jeunes femmes, on a la fertilité qui baisse. Bon, je dis jeunes femmes parce que beaucoup sont pleins de pertes de leurs règles, hein, un problème d'aménorrhée. Mais il faut penser qu'il y a autant de bonhommes qui ont des soucis en face, mais ils ne se rendent pas compte, parce que comme les hommes, nous, on n'a pas de règles. S'il y a une baisse de la fertilité, ça ne se voit pas, hein. C'est juste qu'on n'arrive pas à faire d'enfants, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il faudrait, à moins de faire des tests du nombre de spermatozoïdes, ou ce genre de choses, voilà, sinon on ne le sait pas. Donc, et là-dessus, bon, il y a une baisse. Est-ce qu'elle va se poursuivre à long terme? J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul, d'autant aussi parce qu'il y a 9 mois de décalage, hein, entre la conception et la naissance. Donc, il faut 9 mois de plus. Donc, aujourd'hui, j'ai une baisse qui était toujours visible, mais peut-être qu'on va revenir à une normale, j'en sais rien. Et quand je dis revenir à une normale, c'est pas tout à fait vrai, parce que de toute façon, il y a une baisse générale de la fécondité qui date pas d'hier, hein. Ça fait des décennies qu'il y a de moins en moins d'enfants qui naissent en Europe. En tout cas, les Européens font de moins en moins d'enfants. Et bon, si on parle de baisse de la population, j'ai aucun problème avec ça. On va dire que ce soit le Club de Rome ou d'autres grandes instances comme celle-ci de dirigeants qui se tapent dans le dos pour dire qu'ils font du très bon travail, écrivent depuis très longtemps, on en a parlé avec Pierre-Antoine Plaquevent, ça doit faire un siècle, noir sur blanc, qu'en effet, quand on est trop nombreux, mais dans le on, ils pensent eux, hein. Eux sont trop nombreux, ceux qui servent à rien, les inutiles, comme ils appellent Hariri, il y a rien de nouveau là-dedans, hein. C'est un discours qui existe depuis plus d'un siècle par des gens pétés d'oseille qui pensent être sortis de la cuisse de Jupiter et qui pensent faire partie d'une race supérieure. Et ils l'écrivent noir sur blanc. Donc ça existe depuis très longtemps. Y a-t-il une arrière-pensée d'autre que faire du fric? Peut-être, j'en sais rien. Si c'est le cas, encore une fois, en termes de mortalité, ça va pas marcher du tout. En termes de fécondité, je peux pas le dire. Mais en termes de fécondité, j'ai envie de dire que c'est inutile. Puisque en Europe, par exemple, on est passé sous les 2 enfants par femme dans une grande partie des pays européens. Donc ça ne sert pas à grand-chose à notre époque, ou à vouloir vraiment accélérer, mais ce serait étrange de le faire de manière aussi grossière, un processus qui de toute façon est déjà en marche. L'Allemagne, en sens de, si on le pense en sens de pays des Allemands, c'est-à-dire d'une espèce de culture de personnes qui seraient sur le territoire depuis très longtemps, juste démographiquement est vouée à disparaître. L'Italie, c'est encore pire dans les prochaines décennies du fait de l'extrêmement faible nombre d'enfants qui naissent dans ces pays-là de la part de personnes qui résident depuis plusieurs générations, quoi. Enfin, je dis ça, c'est une banalité affligeante. Donc à la fois, oui, je vois des traces. Oui, il y a tout un tas de gens dingos qui pensent qu'on est beaucoup trop nombreux sur Terre et que d'ailleurs, si les descendants pouvaient être un peu moins nombreux, on s'en porterait beaucoup mieux, certes. De là à se dire que ça a été fait exprès et orchestré, je veux bien l'entendre, mais dans ces cas-là, c'est assez mal foutu, hein. En termes de baisse de la démographie, c'est raté, hein, les gars. C'était vraiment mal fait. Que ça ait servi à s'enrichir éhontément sur le dos des gens, tout en plus en raffermissant une emprise de pouvoir politique, pourquoi pas aussi, ça peut-être plus à la rigueur. Alors Maximus, si tu as une question, hein. Oui, je vais compléter un petit peu ce que dit Pierre Chaillot. Je pense que après, il faut aller au-delà de la question simplement matérielle, parce que je crois qu'il faut appréhender les choses sous un spectre beaucoup plus métaphysique, j'ai envie de dire, et peut-être au-delà de la métaphysique, parce qu'on a quand même affaire à des gens qui considèrent que Dieu a fait la création, mais n'importe comment, et que eux, ils seraient à même de pouvoir réécrire le livre de la création, c'est-à-dire réécrire le vivant sous un angle qui leur serait beaucoup plus favorable, parce qu'ils se pensent être comme des dieux. J'en veux pour preuve la citation de Ray Kurzweil
et de Yuval Harari et bien d'autres encore, hein, qui expliquent que en 2035, hein, et 2035 c'est bientôt, eh bien ils seront comme des dieux. Moi je n'y crois pas, je crois que ces gens-là seront même précipités probablement en enfer plus qu'ils ne seront des dieux. Je vais lire une petite citation et je vais voir si Pierre reconnaît l'auteur de la citation. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Est-ce que Pierre sait qui a dit ça? Et ça peut être pas mal de monde. Ça pourrait être un Français comme Attali, par exemple. Bingo. Bah voilà. Bingo. Mais Attali ne fait que répéter ce qu'il entend dans les cercles mondains auxquels il participe, et je pense que les gens auxquels il fait référence et qui disent ce genre de choses sont sincères. Et ils pensent vraiment qu'il faut un gouvernement mondial. Mais il y a tout un tas de gens qui le pensent, hein. C'est même une idée qui est vachement promue dans des séries télé, à la télévision, dans des films. Enfin bref, l'idée de la nécessité du gouvernement mondial pour prendre les bonnes décisions, pour sauver l'humanité des méchants virus et des méchantes épidémies, c'est d'un banal. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est des gamins, quoi. On dirait des... Pour moi, c'est de la réflexion d'un gosse de 3e qui regarde la télé. Enfin, c'est ça que je lis. Et je pense que malheureusement, leur niveau de réflexion ne dépasse pas ça, hein. Mais bon, peut-être Mais est-ce que le C19 ou le Bobard 19 n'est pas quelque part un accélérateur pour la mise en place de cette gouvernance mondiale tant rêvée justement par Attali, Harari, Schwab et tous les autres? Mais Schwab l'écrit noir sur blanc, les premiers mots de The Great Reset. Si vous l'avez lu, d'ailleurs, c'est une tannée, hein. C'est horrible à lire tellement c'est mal écrit et c'est chiantissime. Mais les premiers mots, c'est de dire que le Covid-19 est une immense opportunité. Enfin, il l'écrit. Enfin, donc oui, oui, certes, ça ne veut pas forcément dire, comment dire, que tout le monde est au courant et qu'on tire les ficelles pour être de ce côté-là. Ces gens-là, ils croient. Enfin, les gens que je connais, que j'ai pu côtoyer dans ma vie professionnelle, qui sont haut placés dans les gouvernements, tout ça, la plupart y croient, ou alors font semblant d'y croire. Et notamment, on en a parlé tout à l'heure sur les 2 journalistes du Monde, le premier réflexe de toute personnalité, que ce soit politique ou même dans les grandes entreprises, quand on est cadre supérieur, ou même au sein de l'État, dans les hauts fonctionnaires, c'est de sortir les parapluies. J'ai des centaines d'exemples à vous dire de gens que j'ai côtoyés où dès qu'ils peuvent, ils sortent les parapluies. Donc oui, ils sont très contents de croire qu'il y a des instances supranationales qui nous veulent du bien, type OMS, de façon à leur obéir le plus possible pour pouvoir dire c'est pas nous, c'est l'OMS. N'importe quelle politique, n'importe quel parti politique, voilà, vous leur demandez, on suit les directives de l'OMS, que ce soit à gauche ou à droite, etc. Ils en sont contents. Voilà, on sort les parapluies, c'est eux qui décident, nous on fait qu'appliquer, ce ne sera pas de notre faute. Ils réfléchissent comme ça en permanence. Voilà, donc je vois plutôt quand même un ensemble, un système nauséabond de croyances, de dogmes, et tu l'as dit au début, notamment de dogmes religieux. C'est du matérialisme, qui est une religion, hein, le matérialisme qui a eu vocation à remplacer, notamment dans nos sociétés, la religion chrétienne. Alors moi, je suis pas croyant, donc je parle librement de ce que je veux. Mais voilà, je pense que le matérialisme et le scientisme qui est inhérent, qui prend place à partir notamment de la Révolution française et par la suite, c'est un nouveau dogme religieux qui a été mis en place pour écraser la religion précédente. De ce matérialisme et d'interprétation du darwinisme est né l'eugénisme, notamment la survie du plus apte. Mais bon, c'est toujours les mêmes fadaises. Avant, on avait des castes dirigeantes de bons rois supérieurs aux autres désignés par Dieu. On est passé à des types qui dirigent la planète parce qu'ils sont pétés d'oseille, mais que du fait qu'ils dirigent la planète, c'est donc qu'ils sont supérieurs génétiquement.
Et voilà, retrouver sur Internet le manifeste des eugénistes écrit, je crois que c'est dans les années 30, signé par tous les grands présidents des instances supranationales sur la nécessité de la préservation de la race humaine et de la bonne génétique. Enfin voilà, toute cette idée-là, tout ça va ensemble, hein. Mais pour moi, j'y vois vraiment un nouveau dogme religieux qui remplace les autres religions sans le dire, bardé de scientisme, mais vraiment de trucs mais vraiment complètement stupides, d'une débilité crasse qui fonctionne pas d'ailleurs d'un point de vue expérimental, mais c'est pas grave, tout le monde fait semblant d'y croire, parce qu'on est dans des sociétés qui sont pétries de croyances, de superstitions sans s'en rendre compte, et déguisées derrière du scientisme. Voilà, donc moi je suis plutôt à ce niveau de réflexion, et à ce stade, je n'ai croisé personne que j'ai pu considérer comme suffisamment câblé, intelligent, malin et machiavélique pour mettre en place un plan, hein. J'ai plutôt l'impression qu'on a un système général qui déconne et qui est lié à notre système de croyance, qui est une religion. Ah, c'est peut-être là justement dans la vision des choses, je diverge un peu de toi, Pierre. Il y a pas de Je mets souci. je mets souvent ça en parallèle moi avec ce qui s'est passé avec le nuage de Tchernobyl. À l'époque du nuage de Tchernobyl, bon déjà il y avait pas internet, mais on a eu, les politiciens, les journalistes et les scientifiques de l'époque, incarnés par les météorologues, qui ont tous, menti de concert parce que les politiciens savaient que c'était un mensonge cette histoire, que le nuage s'était arrêté à la frontière. Les, Oui, météorologues le savaient et comment dire? Et donc les journalistes aussi le savaient. oui, Et donc moi, je mets ça en parallèle avec la pandémie puisqu'on a eu ces médecins de plateau qui venaient affirmer des choses qui étaient complètement fausses. Ces politiciens qui affirmaient des choses complètement fausses comme, ça protège des formes graves. Voilà, tout ça était du mensonge et oui, j'ai l'impression que, bah, quelque part, le mensonge des uns soutenait le mensonge des autres, mais toutes oui, les personnes comme toi ou moi ou n'importe qui d'autre qui aurait pu apporter de la contradiction à ce moment-là, était interdit de télévision. oui, Tu sais que pendant la pandémie, moi carrément, ils me coupaient mes directs avec marqué, «Vous n'avez pas respecté les recommandations de l'OMS». Il y avait à ce oui. moment-là, une police de la vérité quoi. Oui, mais je l'ai C'était vraiment subi hallucinant. aussi, mais il y a aucun problème avec ce que je viens de dire, hein. C'est en effet un système, et sur Tchernobyl, encore une fois, le premier réflexe des politiques, ça a été de sortir les parapluies. D'une manière aussi débile que le nuage s'arrête à la frontière parce qu'il est gentil, il a vu un trait par terre qui n'existe pas d'ailleurs, c'était entièrement débile. Après, est-ce que les politiques auraient pu assumer le fait de dire que les radiations qui ont atteint certaines parties de France étaient inférieures à celles qu'il y a naturellement, par exemple en Bretagne? Heu, Ça aurait pu être un autre axe qu'ils ont pas choisi. Ils ont choisi le plus gros parapluie qu'ils ont trouvé. Mmh. Mais il y a pas de dans le mensonge à choisir de façon à se proté c'était juste de façon à se protéger soi-même, et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé d'ailleurs, les politiques ont commencé par dire, de ouais, mais bon, non, mais il se passe rien, machin truc, et puis une fois qu'ils se sont dit: «Oh merde, ça va me tomber dessus», là, ils ont tous été dans la surenchère. Je peux même en témoigner parce que je l'ai vu en direct. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, je côtoyais des politiques d'un certain rang, et que la veille des annonces gouvernementales, tout le monde rigolait en disant: «Mais oh quelle connerie, ils nous font chier avec ça, il se passe rien, tout ça», et que le lendemain, ça a été branle-bas de combat. On met en place, on prend des fonds qui étaient attribués à d'autres trucs, on va acheter des masques, on va en fournir à toute la région, machin, on va inonder les gens de tests, voilà. Mais la décision du jour au lendemain, c'était une question de communication, une question politique. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de science, ni même d'un projet construit. Ils ont juste réagi en ouvrant les parapluies, point. Et ils ont tous fait ça. Et quand ils invitaient des gogoles à la télé en blouse blanche annoncer conneries sur conneries, ils étaient contents que ce soit pas eux qui le fassent, en mettant en avant, voilà, toi, tu es un expert, t'y vas. Le type, il se sentait plus pissé, il racontait n'importe quoi à la télé, mais ça passait crème parce que c'était l'expert, et tout le monde se renvoyait la balle. Mais c'est vraiment, moi, enfin, je suis désolé, hein, mais j'y vois vraiment un cirque de conneries monumentales. Certes, il y a des intérêts privés derrière, j'en les dénonce dans le livre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se faire des milliards d'euros sur le sujet, en vendant, que ce soit des tests, que ce soit des vaccins, etc. Donc oui, il y a des sommes colossales qui intriguent,
mais il y a quand même une participation volontaire des gens à un système qui leur nuit parce que voilà, parce que c'est la foule, parce que c'est l'entraînement général, parce que c'est la peur. Enfin, vraiment, pour moi, j'ai plutôt l'impression d'une crise systémique, en tout cas. Même si, encore une fois, il y a des intérêts particuliers pour pousser, les gens ont participé allègrement. Tu connais certainement, vous deux, vous devez connaître des mainstream qui sont des pécores moyens, qui se sont mis à faire des masques dans tous les sens, à faire de la retable pour expliquer qu'il fallait se vacciner, que c'était important, tout ça. Ils y ont été de bon cœur. C'est pas des gens qui font partie d'un complot, ça, et on les connaît. On en a. C'est ce qu'on appelle des idiots utiles. Mais à partir du moment où on comprend l'existence des idiots utiles, il faut remonter la chaîne. Et à ce stade, je n'ai pas, à différents niveaux, je n'ai pas rencontré autre chose. Ils y croient, mais vraiment. Hein, enfin, ils croient en tout cas qu'ils ont un intérêt à le faire et ils se convainquent que c'est leur rôle. Et à tous les échelons, hein, même au niveau de l'information, au niveau même de certains, on va dire, grands instituts. Enfin, voilà, on y croit et on y va. Allez, une question de Maximus, et puis après, je te poserai une dernière question, Pierre, et puis après, je pense qu'on arrivera vers la fin de ce direct. Alors, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le coup de l'idiotie, parce que je considère quand même qu'il y a un facteur de méchanceté et de malveillance, et il y a une volonté aussi de faire le mal, bien sûr pour des raisons d'argent, mais pas que, parce que je pense qu'effectivement, à petit niveau, certains médecins auraient pu, par exemple, s'interroger sur le bien fondé de leur donner des plus-values financières, parce qu'à un moment donné, ils étaient payés à l'acte. Donc certains ont, pour reprendre l'expression de Macron, ont fait un pognon de dingue. Ah oui, Donc ils ont pris un maximum d'argent en injectant à l'acte, parce que moi je parle d'injection, moi je parle pas de vaccin, je parle d'injection. Donc et certains ont même pris des retraites anticipées. J'en connais, moi ma médecin s'est vantée de partir en retraite anticipée. Bon, de temps en temps, elle vient au cabinet parce qu'elle a filé ça à une petite jeune qui est fraîchement diplômée, mais de temps en temps, elle passe, elle prend encore un petit billet par-ci, par-là. Mais en réalité, là, les trois quarts des médecins, déontologiquement, auraient dû se poser la question de pourquoi on me paye ou on me surpaye pour faire quelque chose que je suis censé faire, puisque c'est ma formation de base et ma clientèle me rémunère pour ça. Donc pourquoi l'État rajoute encore un bonus financier là-dedans? Ils se sont pas posé la question et ils étaient tous là en train de chercher à rabattre le gibier pour injecter un maximum d'individus. Alors, je suis désolé, moi j'appelle ça quand même quelque part du mercenariat. Hein, c'est plus de la médecine là. Mais attends, est-ce que la médecine fonctionne autrement? Je t'invite, je sais pas si tu as des enfants, moi j'en ai. J'ai eu un médecin traitant qui était ultra fan de la vaccination, qui les a vaccinés contre tout ce qui était obligatoire et aussi ce qui n'était pas obligatoire. Donc ils ont reçu un nombre de doses parfaitement hallucinant. Je t'invite, si jamais ça t'arrive, pour n'importe quelle vaccination, parce que moi, les Covid-19, je les appelle aussi des vaccins, puisqu'en tant que statisticien, ils ne sont pas pires que les autres, c'est-à-dire en nombre de preuves apportées. Voilà. Maintenant, depuis que je me pose la question, j'ai quelques surprises. Donc, va voir ton médecin, et avant, quelle que soit la vaccination, moi je l'ai fait pour le garde d'asile, par exemple, puisque j'ai eu un médecin qui m'a dit qu'il fallait que je vaccine mon garçon contre le garde d'asile. Je lui ai demandé quelles étaient ses références, sur quelle étude elle se basait. Elle avait lu aucune étude, évidemment. Elle m'a dit le centre de vaccinologie le préconise, donc il faut qu'il le fasse. J'ai dit, moi j'ai lu l'étude de Merck, j'en ai fait une analyse complète, j'en ai écrit un papier, ça fait plusieurs pages, pour voir le lien entre le prétendu papillomavirus et le cancer du col de l'utérus. Ça n'existe pas, on n'a jamais réussi à montrer un lien correct en science. Et derrière le vaccin, quand on lit l'étude de Merck, on rigole. Moi, je lui ai mis ça je lui ai dit que c'était pas possible, mais elle avait rien lu. Fais l'exercice avec n'importe quelle autre vaccination. Les médecins sont payés à l'acte et en plus, ils reçoivent des bonus à la fin de l'année en fonction du nombre de vaccins qu'ils ont fait. Ils ont un nombre de critères de suivi des patients à la fin de l'année qui leur donnent des bonus de la part de la sécurité sociale. Et donc, le mercenariat, il ne faut pas faire semblant qu'il existe pour le Covid-19. La médecine actuelle, moderne, ce n'est que du mercenariat, ça n'est pas autre chose. C'est de la politique, c'est-à-dire qu'il y a des décisions politiques qui sont prises en termes de volonté médicamenteuse auprès de la population et les médecins suivent. Donc, ce n'est pas de la science, c'est même plus si on peut qualifier ça de médecine, c'est du mercenariat.
D'ailleurs, les suivis obligatoires des gamins permettent de garantir aux médecins un niveau de rémunération puisque les gamins sont obligés d'y aller régulièrement. Le Covid-19 n'a rien inventé. Il n'y a rien de nouveau. C'est le système qui est comme ça. Et il me paraît tout à fait normal qu'une majorité de médecins ait suivi le mouvement parce que c'est déjà ce qu'ils font d'habitude. Je suis désolé d'être un peu... Mais je valide à 10 000 %. Ben, du coup, rien de neuf sous le soleil. Et qu'il ne se soit pas rendu compte de quoi que ce soit, ça signifie que ce qu'il faut mettre par terre en entier, c'est toute la médecine moderne. Point. Il faut se reposer la question de la totalité des produits. Chaque vaccin indépendamment, il faut redemander sur quelles études on se base. Est-ce que la cause de la maladie, le pathogène incriminé, il est vraiment bien identifié correctement? Je suis en train de discuter de la diphtérie en ce moment complètement... il y a un vaccin diphtérique, hein, donc il faut bien avoir identifié le pathogène, le germe. Ici, c'est un bacille. Voilà, donc quand je m'intéresse aux études montrées par Pasteur pour identifier le bacille de Loeffler, qui est censé provoquer la diphtérie, le niveau de scientificité des études, encore une fois, je me marre de ce que je suis en train de lire de la part de Pasteur. Mais bref, mais du coup, pour chacun de ces sujets-là, il faut se reposer la question. Est-ce qu'on a bien identifié la cause de la maladie en elle-même? Est-ce que le traitement proposé, comme on a démontré qu'il était sûr et efficace, sur quoi on se base? Là, ce sont des vaccins en particulier, mais il faut vraiment tout remettre en question, hein. Et pas que cette histoire de Covid-19. À la rigueur, on peut presque remercier l'histoire du Covid-19 d'avoir été aussi ubuesque, parce que c'est une... reprenons Klaus Schwab, voilà, fabuleuse opportunité. C'est une fabuleuse opportunité d'ouvrir un peu les yeux, quoi. Tellement ça a été grossier, il serait quand même temps de se remettre un peu en question le système dans lequel on vit, mais en entier, hein, et pas seulement cette histoire de Covid-19. Avec toutes les recherches que tu es en train de faire en ce moment, est-ce que tu n'es pas en train de nous préparer un troisième ouvrage autour de ça, c'est-à-dire de manière plus généraliste, les virus et les injections et ce qu'on peut en déduire? Je compte clarifier ma position là, parce que bon, j'en ai un peu marre que les gens, enfin j'en ai un peu marre. En fait, je m'en fous. Mais il y a un espèce de débat en dehors de ma personne sur Internet de gens qui débattent entre eux. Chaillot croit au virus, Chaillot croit pas au virus. Et donc je le lis d'un œil un peu distrait. Ça me fait juste rire qu'il y ait des gens qui débattent à ma place de ce que je pense. Surtout il y a certaines fois où je me pose des questions et j'avance. J'ai pas forcément tranché. Donc du coup, c'est assez drôle de découvrir qu'il y a des gens qui te prêtent des pensées que tu n'as même pas, enfin, auxquelles tu n'en es pas forcément là. Et donc, je pense que je vais faire une vidéo où je vais clarifier l'ensemble de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, et je vais essayer de montrer aux gens, voilà, juste rappeler ce que c'est qu'une expérience scientifique, voilà, de base. Et quand on m'envoie un écrit où il y a une expérience à l'intérieur et qu'on me dit ça a prouvé tel truc, je vais montrer que c'est pas une expérience scientifique. Et donc, il faut arrêter, aussi bien du côté du mainstream, mais aussi du côté des résistants, de faire croire qu'on a prouvé quelque chose quand en fait, on ne respecte pas les bases de la science. Voilà, juste ça. Et ça, je ne suis pas microbiologiste, certes, on s'en fout. Je suis juste statisticien, et comme je suis statisticien, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre les variables pour savoir ce que je vais compter. Et quand dans une expérience scientifique, par exemple, il n'y a pas de variable témoin, eh ben, ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Et ça, même en tant que statisticien, on est censé pouvoir le voir et le lire. Donc voilà, donc prochainement, j'essaye de m'y mettre quand j'aurai du temps. Je suis un peu pris par d'autres choses en ce moment, mais au moins de clarifier ça pour être bien d'accord. Pour commencer à discuter, il faut commencer par se mettre d'accord sur quelque chose. Si au moins on peut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une bonne démarche scientifique et reconnaître que ça et ça, c'est pas de la démarche scientifique, c'est autre chose, c'est du dogme, on va pouvoir commencer à avancer. Ah, je t'avoue que ma position, moi, sur existence, non-existence des virus, j'en ai parlé la dernière fois dans une libre antenne avec les auditeurs. Ma position n'est pas complètement arrêtée là-dessus. Donc, je serais curieux, ouais, de voir justement, bah, toi, avec les recherches que tu as pu faire, ce que tu en déduis, et puis surtout, bah, ouais, les protocoles qui ont été utilisés pour ces recherches. Sur la dernière question. Ouais, vas-y, Maximus, si tu voulais poser une question. Oui, je voulais justement, pendant que Pierre nous parle justement de la remise en cause un peu générale de l'idée de médecine dans un premier temps, en tout cas telle qu'elle nous est proposée par le monde moderne, je voulais lui poser la question justement concernant les personnes qui sont persécutées parce qu'ils proposent des médecines alternatives, comme entre autres en l'occurrence par exemple Thierry Casasnovas, qui lui est proposé des choses très alternatives qui déplaisaient au système et qui s'est fait persécuter, mais il n'est pas le seul. C'est qu'à chaque fois que
quelqu'un qui commence à avoir de l'audience pour concurrencer Big Pharma, eh bien, se retrouve avec des problèmes pas possibles et se fait insulter dans tous les sens. Ce qui montre bien, en fait, que d'une certaine manière, la science nous a pas forcément prouvé que ce qu'elle mettait au point avait forcément les espoirs escomptés, enfin les espoirs de guérison, en tout cas pas peut-être pas tout le temps, en tout cas, parce que je crois qu'une bonne connaissance de son organisme et de soi-même est déjà la première définition d'une bonne santé. Et puis, bah, c'est comme un moteur propre. Si vous faites régulièrement les vidanges, vous changez les filtrations et vous respectez votre véhicule, il n'y a pas de raison que votre moteur il n'aille pas un certain nombre de kilomètres. Bon, voilà. Bon, bah, à part les nouveaux moteurs qui ne valent rien, puisque ce sont des moteurs qui sont beaucoup plus fins. Mais on a connu des époques où des moteurs de type allemand pouvaient faire du 650 000, voire 700 000 kilomètres, parce que les gars entretenaient bien leur machine et qu'ils respectaient le véhicule. Donc, je crois que le corps humain, d'une certaine manière, la première médecine à prodiguer sur le corps humain, c'est le bon nettoyage et puis d'éviter l'encrassement. Ça, c'est la base. Et puis après, on verra ce qui se passe, si on tombe malade, pas malade, et s'il y a besoin d'une thérapie ou pas. Mais la première des règles que normalement tout médecin devrait, je pense, prodiguer, c'est de dire prenez soin de vous-même, mangez correctement, alimentez-vous, hydratez-vous dans des proportions convenables, en tout cas adaptées à vos besoins, et puis ne négligez pas le sommeil. C'est la base, quoi. Donc, justement, je reviens sur cette histoire de C19 où on nous a cloisonnés à la maison, on nous a empêchés de voir la lumière, on nous a empêchés de sortir, de voir nos amis, d'avoir une vie sociale, ce qui, sur le plan de l'invisible, altère beaucoup plus un organisme qu'un prétendu virus. Voilà, c'est ça que je voulais apporter pour compléter ce que disait Pierre Chaillot. Sur le plan du visible aussi, hein, ce qu'on appelle le syndrome du glissement chez les personnes âgées, quand on les abandonne toutes seules avec un masque en leur expliquant que c'est la fin du monde, on déclenche les syndromes du glissement encore plus que d'habitude. C'est d'une banalité affligeante. Le stress aussi, c'est connu pour faire des ravages. Enfin, tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je fais juste deux petites précisions par rapport à ce que tu as dit. La première, c'est qu'on a vraiment, en tant qu'occidentaux, on a l'impression d'être dans le centre du monde, d'être vraiment le centre du monde et que c'est nous qui avons raison sur tous les plans. Il n'y a pas une médecine dans le monde, il y a des médecines. Il y a tout un tas de cultures, de pays qui ont des médecines qui sont complètement différentes les unes des autres. La médecine chinoise est assez connue puisqu'il y a des bouquins, notamment des Français qui ont écrit dessus. Donc bon, voilà, il y a des gens qui ont une certaine culture de ça et qui n'ont rien à voir avec notre médecine à nous. Et deuxième chose, notre médecine à nous, elle a été orientée, façonnée notamment par bien les Rockefeller qui ont mis sous, comment dire, qui ont porté au nu les conclusions du rapport Fleischner, qui date, je ne sais plus, tout début 20e, je ne sais plus, un truc comme ça, en 1900. Le rapport Fleischner, c'est lui qui a dit qu'il fallait absolument structurer la médecine et mettre en place ce qui s'est appelé l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, qui est vraiment une escroquerie. Alors, comme ça utilise les statistiques, je peux en parler volontiers, parce que c'est pas comme ça qu'on peut montrer qu'une médecine fonctionne. Ça demanderait peut-être un peu plus de développement que ça. Mais bref, ce rapport Fleischner, il avait pour objectif de détruire la moitié du marché de la médecine américaine. La médecine étant portée par deux grands courants à l'époque, qui sont l'homéopathie et puis la médecine dite allopathique, c'est-à-dire avec de la chimie lourde, quoi. Bon, évidemment, comme la médecine allopathique a besoin pour fonctionner de pétrole, hein, notamment tout ce qui est pour encapsuler les médicaments, c'est fait à base de pétrole, et beaucoup de médicaments sont juste dérivés de pétrole. Et Rockefeller, tout le monde sait bien dans quoi il fait sa fortune. Il va utiliser le rapport Fleischner pour faire fermer la totalité ou la quasi-totalité de toute la pensée homéopathique de l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'arrive la guerre à l'homéopathie et qu'elle n'existe quasiment plus derrière. Ce qui ne veut même pas dire que je soutiens l'homéopathie, hein, je raconte juste ce qui s'est passé historiquement. Et donc, on a vraiment une seule médecine qui s'est mise en place dans le monde occidental, pilotée par la chimie lourde et notamment par les profits que ça générait, notamment du côté du pétrole. Mais voilà, ça c'est notre histoire à nous et ça ne correspond pas aux autres modes de pensée de la médecine.
bon, l'Occident a fait quand même des émules, hein, et puis notamment du côté des dirigeants, et ce qui fait que quand une escroquerie de cette ampleur-là sort, en effet, il y a une uniformisation de la pensée médicale où tout le monde, enfin pas tout le monde, mais tous les dirigeants occidentalisés, même s'ils sont chinois, russes, même africains si vous voulez, vont jouer à cette nouvelle connerie qui n'est que le résultat de la pensée de la médecine occidentale et pas des autres médecines. Voilà, donc je pense qu'il faut faire la part des choses entre les différentes médecines qui existent et notre mode de pensée à nous qui est très particulier, même si on a occidentalisé quasiment tous les dirigeants, et qui est pour le coup la résultante de la théorie du germe, notamment de Pasteur, qui était en lien avec l'industrie pharmaceutique, et aussi du rapport Fleischner, surtout en 1900, c'est le jeu de Monopoly. Hein. Il a écrasé ses concurrents pour ne garder qu'un seul mode de pensée. Allez, dernière question que je voulais te poser, Pierre. Après, on va te laisser tranquille. Et c'est comment dire, il y a l'OMS récemment qui est revenu un petit peu au narratif de base, qui a dit la question n'est pas de savoir quand est-ce qu'il y aura, la question n'est pas de savoir s'il y aura une prochaine pandémie mondiale. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle aura lieu. Et ils en sont, ça y est, ils nous balancent déjà le fait qu'il y aura très prochainement à nouveau une pandémie. Dans mon émission du vendredi, c'est la petite revue de presse qui s'appelle Le Journalo, où j'ai parfois une chronique qui s'appelle Le nouveau virus de la prochaine pandémie. Et est-ce que tu as une intuition? Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de nous refaire un tour de circuit comme ça, peut-être de manière totalement fictive? Et si oui, tu penses que ça pourrait être quoi cette fois-ci, le vainqueur de la nouvelle pandémie? À nouveau un virus respiratoire, ou bien on pourrait passer un moment, ils nous ont fait le coup du monkeypox, là, ils nous disaient que ça risquait de devenir mondial. D'ailleurs, l'OMS avait déclaré pandémie avant de se rétracter quelques temps après. Tu penses que ça pourrait être quoi? Déjà, est-ce qu'il va y avoir un nouveau tour de circuit? Et si oui, tu penses que ça pourrait être quoi? Mais ça fait des décennies qu'il y a des tours de circuit quand on s'intéresse à la question. La phrase que tu viens de dire, il ne s'agit plus de penser si aura lieu la prochaine pandémie, mais quand, c'est la phrase que vous retrouvez en tout début d'introduction du rapport de 2009 français sur un chat et nain, où les sénateurs disent que c'est le problème, qu'il y a un vrai problème général avec la médecine, avec les prétendus experts, c'est qu'ils pensent ça, ce sont des prêcheurs de fin du monde, et que dès en 2009, les sénateurs disent mais ils sont complètement ravagés du casque, ils pensent que de toute façon, la fin du monde va arriver, que la prochaine pandémie arrive, et que la question c'est juste savoir quand. Donc cette phrase-là n'est pas du tout neuve, c'est ce qu'ils pensent depuis au moins 2009, mais bien avant. Le CDC américain existe depuis bien plus longtemps, bien avant, et le CDC n'existe que tant qu'il réussit à faire croire qu'il y a des pandémies qui vont arriver. Et donc, il y a eu tout un... Bon, tu peux reprendre le livre, par exemple, Virus Mania, qui est assez agréable et qui est un peu assez drôle dans sa manière de voir les choses, qui reprend toutes les dites pandémies, mais qui n'ont pas plus de légitimité que celle du Covid-19, où à chaque fois, c'est le CDC qui est quasiment à bout de ses crédits et que le gouvernement américain dit, bon, vraiment, ça nous coûte un fric fou, ça ne sert à rien, et qu'il faut relancer la machine de la peur pour dire que ça sert à quelque chose. Mais il y a tellement de gens qui vivent de ce pognon-là, quelle que soit la maladie d'ailleurs, même repenser dans les années 90, le fric mondial qui a été mis concernant tout ce qui a trait aux recherches sur, non pas le sida, mais le VIH, qui est un peu différent encore une fois, mais voilà, ça a été, mais là, il a plu des milliards et des milliards de dollars à l'époque sur tous les laboratoires qui travaillaient sur ce sujet. Donc voilà, ça fait vivre, mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne vivent que de ça, que de la peur des pandémies, les virus, les machins, les trucs. Donc c'est pas nouveau. Oui, évidemment qu'ils prévoient le prochain coup, puisque c'est même un moteur économique. L'économie de la médecine vit de ça. Donc évidemment qu'on va pas lâcher un filon qui fait vivre autant de personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que tu as dit, c'était sûr. Attends, faut que je retrouve le fil de ma pensée. Tu parlais. Quel serait le candidat?
sur les monkeypox. Le monkeypox a été un flop. Pourquoi? Parce que autant pour le Covid-19, ils ont dit que n'importe quel symptôme, la toux, ça pouvait marcher. Voilà, t'attends l'hiver, tu vas avoir une épidémie de toux. Tu peux l'appeler grippe s'il veut ou n'importe quel nom. Mais il y a des gens qui toussent et qui ont des problèmes respiratoires tous les hivers. D'ailleurs, cet hiver, ça a été particulièrement fort. Je vois des explications sur le froid. J'en ai pas vu beaucoup et c'est dommage sur le fait que l'Allemagne avait rallumé toutes ses centrales à cochonneries qui produisent de la fumée dégueulasse et qu'on avait eu de gros vents d'Est en début d'hiver et donc l'air qu'on respirait en France était nauséabond. Vous regardez les indices de qualité de l'air qu'on avait en France, c'était dégueulasse. Et sous ce climat d'air dégueulasse, les gens avaient des infections respiratoires. On a dit, vous pouvez dire c'est grippe, c'est Covid, je m'en fous. Les gens, ils toussent, ils ont des problèmes respiratoires, ils vont faire de la fièvre, ils essayent de se débarrasser des cochonneries qu'ils ont plein les poumons. Ben oui, parce qu'ils respirent de la merde. Donc ça, c'est des symptômes qu'on a tous les hivers en grande quantité, hein, les problèmes respiratoires. Il y en a même un peu l'été ou l'année si vous voulez. En revanche, pour le monkeypox, il fallait quand même avoir des espèces de furoncles qui apparaissaient sur le corps et sur le visage, c'est pas tous les jours, hein. Il y a certaines pratiques de drogue notamment qui font ça. Et d'ailleurs, certaines drogues récréatives utilisées dans certains milieux ont pour conséquence le fait d'obtenir ce genre de bouton qui est purulent, notamment sur le visage ou ailleurs. Du coup, on a dit pudiquement que c'était le monkeypox, tout ça, ils se plaignaient, quelqu'un leur avait transmis, quelqu'un d'asymptomatique, je suppose, alors qu'il y a des explications beaucoup plus simples. Ouais, c'est des trucs de poppers, là, c'est ça? Mais oui, mais par exemple. Mais vu qu'il faut des furoncles sur la figure de façon à dire que c'est le monkeypox, il y a quasiment personne qui a ça. Ou alors il fallait dire que la varicelle c'était le monkeypox, j'en sais rien. Ouais, c'est marrant parce que j'ai lu ça récemment en plus sur le truc de poppers là, c'est un machin en fait où tu vas comment dire inhaler une sorte de gaz et apparemment il y a des gens qui a carrément des espèces de pustules qui apparaissent autour du nez, autour de la bouche. Ouais, Oui. c'est marrant, j'ai vraiment lu ça récemment là. Mais oui, c'est un classique, mais reprenez les écrits dans les années, donc on est fin des années 70, début 80 sur la première crise dite du VIH ou du sida, c'était des sarcomes de Kaposi qui apparaissaient chez des hommes homosexuels à différents endroits des États-Unis. Les mecs s'étaient absolument jamais croisés. On a dit que c'était une maladie transmissible. Comment c'était possible tous en même temps, voilà. Et c'était des consommateurs de drogue à haute dose, notamment des poppers à inhaler. Et donc, ils avaient des pustules sur le visage, mais à leur bouffer le visage et ils mouraient en quelques jours. Mais quand on dit que c'était des consommateurs, c'est-à-dire que ces hommes-là, on inhalait des soirées entières sans discontinuer. Et c'est un poison. Notamment les formules qui étaient en plus, qui ont été les premières distribuées, aujourd'hui ont changé tellement elles étaient poison. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous tapez sarcome de Kaposi sur Internet, c'est même plus dans la définition du sida. Ce qui pose question quand même, sachant que c'est ça le début de la crise, hein, sur ce que l'on a fait, sur ce qui a été raconté ensuite, sur le VIH et son lien avec le sida, tout ça. Voilà, donc renseignez-vous sur sarcome de Kaposi, ce que ça fait, comment c'est déclenché et dans quel cadre c'est rentré à une époque, au début, dans l'histoire du sida et du VIH. Allez, je rappelle le titre donc de ton dernier ouvrage, Victimes des vaccins Covid-19, pardon, ce que révèlent les chiffres officiels. C'est aux éditions, alors j'arrive pas à l'Artilleur, je crois, c'est ça? Aux éditions L'Artilleur, c'est sorti il y a à peine une semaine, donc j'invite les gens à se procurer cet ouvrage pour savoir de quoi il parle justement quand il parle de la pandémie. Tu nous as annoncé aussi que très bientôt là, tu vas faire une vidéo sur ta chaîne pour clarifier ta position sur ceux qui débattent à ta place de existence, Oui, inexistence des virus. Et donc ça se passe sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho. Donc j'invite les gens aussi, si Matou Furtif, je sais pas, mon modérateur, s'il peut réussir à trouver le lien vers la chaîne et mettre le lien dans le clavardier, j'invite les gens aussi à rejoindre ta chaîne pour y voir ce que tu y fais. Et puis aussi pour voir cette vidéo, moi que j'irai voir hein, sur ta position par rapport à tout ça. Et puis je te remercie beaucoup, Pierre. J'aurais eu encore une centaine de questions. Je crois que j'aurais pu discuter avec toi la nuit entière tellement que j'ai des questions. Donc, je sais pas, j'essaierai de te réinviter dans quelques mois si tu es d'accord. Et puis, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Merci à vous deux, en tout cas. Et merci pour la qualité de vos questions et de vos échanges. C'était en tout cas très enrichissant de mon côté aussi. Donc, j'espère que du côté du public, ça a plu aussi. En tout cas, salut à tout le monde. J'espère en tout cas, Pierre, que tu reviendras avec plaisir parce que tu seras le bienvenu ici dans un premier temps. Et qui plus est, moi aussi, je n'ai pas épuisé toutes les questions et toutes les thématiques que j'aurais voulu aborder avec toi. Et bravo en tout cas pour ton dernier ouvrage qui va être, j'ai l'impression, encore un pavé dans la mare et on en a besoin. Je crois qu'on a besoin d'hommes comme toi, on a besoin de tes lumières et on a besoin de gens qui tiennent ton discours. C'est pour ça que tu n'es pas invité partout d'ailleurs, hein, parce que je trouve que c'est redoutable, parce que il y a beaucoup de choses que tu dis avec lesquelles je suis d'accord. Et je préfère que ce soit toi qui le dise plutôt que moi. Donc, j'ai trouvé ça excellent parce que j'ai écouté, j'ai bu du petit lait, quoi. C'était magnifique. Donc, si tu veux bien revenir, eh bien, moi, je serais ravi à nouveau d'avoir un nouvel échange avec toi. Merci les gars. Dans ces cas-là, je vous dis à une prochaine fois. Puis salut à tous. Merci, bonne soirée. Puis nous, on va se retrouver. Ce sera jeudi soir pour la Libre Antenne où on parlera de l'éducation, du programme d'éducation sexuelle pour les enfants qui est en train d'arriver là. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis, je vous dis rendez-vous jeudi. Allez, bonne soirée. Et je dirais à Pierre que Dieu te garde, Pierre, que Dieu te garde. Même si tu n'es pas croyant, je dis qu'il te garde. Merci, allez, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence.